J'avais déjà vu tous les Anglais, j'avais vu Tutu et Trezeguet à Rimini. J'ai passé toute la journée chez Zizou à parler de choses, d'autres, de famille. Zidane était un mec intelligent, donc à un moment donné, c'était la question que peut-être il s'attendait, mais que je voulais lui poser parce que je voulais en faire mon capitaine. Et il m'a dit, coach, bien sûr, être capitaine de l'équipe de France, c'est un honneur, hein. Il m'a dit, est-ce que Marcel continue? Et donc, j'ai dit, écoute, je l'ai vu il y a 8 jours, je dois le revoir bientôt avant la première sélection, puisqu'on a été faire un match amical. C'était prévu avec Marcel que je le vois 8, 10 jours avant l'annonce. J'ai compris que si Marcel continuait, Zizou ne le prendrait pas. Donc, Marcel a confirmé qu'il venait. Donc, j'ai appelé Zizou. Alors, j'ai dit, Zizou, par contre, est-ce que tu veux être vice-capitaine? Ben, il m'a dit oui, oui. Alors, peut-être vous voyez, si c'était dans un club, si c'était pas ce genre de joueur, j'aurais bousculé un petit peu tout ça. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast des légendes, troisième volet de notre épisode consacré à Jacques Santini. Comment gérer un groupe avec des Zinedine Zidane, Thierry Henry, Lilian Thuram, Fabien Barthez ou encore David Trezeguet. C'est ce que va nous raconter entre autres Jacques Santini dans cet épisode, lors de son passage comme sélectionneur en équipe de France de 2002 à 2004. On parlera aussi bien sûr de toutes ses autres expériences victorieuses d'entraîneur à Lyon ou ailleurs. Un épisode passionnant, c'est parti. Et donc tu commences ta carrière au CA Lisieux, tu passes 2 ans là-bas il me semble, donc tu Deux te ans formes un petit peu. de travail extraordinaire avec un groupe au début difficile parce que j'ai remplacé Dini Noto qui était un meneur d'hommes mais qui était un peu à l'opposé de comment on gère un groupe, comment on fait travailler un groupe. Lui, il était mélangé à ses joueurs. Alors que moi, j'ai pris un peu de recul, comme m'avait appris, hélas, Robert Herbin, mettre un peu de distance et tout. On est mal parti et après, on a fait 2 saisons, mais extraordinaires, puisque la première, on rate la montée en D2 par rapport au goal average particulier avec Stade Malherbe de Caen. Mais bon, il valait mieux que ce soit Malherbe qui monte que Lisieux, vu les infrastructures. Et la deuxième année, pareil, toute la saison, on est à la lutte avec le club de Lorient. Donc j'étais aussi joueur, j'étais entraîneur-joueur. Et en face, il y avait aussi Christian Gourcuff, qui était entraîneur-joueur de Lorient. Et les 2 fois, les 2 matchs pour la montée, on les a fait à l'extérieur. Et 2 fois, à l'époque, on avait battu le record avec Malherbe. 9000 spectateurs payants à Malherbe. C'était 3 journées avant le titre. Et donc, ils nous battent 2-1 dans l'ancien stade de Benoît, de Malherbe et tout. Et après, pareil, à Lorient, mais là, Lorient avait une grosse équipe, et là, ils nous ont battu 2-0, et on finit à 2 points ou 3 points de Lorient. Donc, 2 grosses années, entraîneur-joueur, avec un effectif que j'avais bâti avec le monsieur qui m'avait fait venir à l'époque. Il y avait aussi l'ancien gardien, monsieur Sonnen, monsieur Dupire comme entraîneur, un homme merveilleux pour un club, qui était patron d'une grosse boîte à côté de Lisieux. Et là, j'ai vraiment appris mon métier de joueur, du moins d'entraîneur, avec des fois des conflits, des fois un joueur du moins m'en voulait un peu parce que comme j'étais entraîneur-joueur, je jouais à sa place, voyez, vous Ah oui, savez, il y avait un petit peu. petit, mais c'est les mêmes problèmes de groupe, voilà, donc mais on avait un effectif vraiment très complémentaire avec des joueurs dont 2 ont réussi après, en partant au Havre, à faire une belle carrière de joueurs professionnels, quoi. Donc tu es remplacé par Alain Merchadier. Voilà, oui, puisqu'Alain n'avait pas trop de clubs, et c'était un peu là aussi, comme on parlait, qu'est-ce que je pouvais donner aux autres. Donc je l'ai mis quand j'ai su que j'allais partir du club. J'ai dit voilà, il y a Alain Merchadier, si vous le voulez, voilà, vous pouvez. C'est un homme, un bâtisseur aussi et tout, donc c'est lui qui est venu me remplacer, quoi. Et là, tu commences à monter en gamme. Donc déjà, 2 très bonnes saisons en Division 3. Je pense que vous étiez en Division 3 avec Voilà. Lisieux. Et là, t'enchaînes à Toulouse. Alors là, c'est un gros nom. Comment t'es approché par Toulouse? Comment ça se passe? À l'époque, avec Piero Mankowski, on aidait la Ligue de Basse-Normandie à former les éducateurs, et je suis en stage à Oulgat.
Et bien entendu, à l'époque, pas de portable, hein, donc j'arrive un jour, donc un soir après les cours sur le terrain, et j'ai un mot dans la table où on mangeait avec Pierrot et tout ça, et on me dit de rappeler ce numéro. Et je dis tiens, c'est un numéro un peu que vous savez 05 tout ça. C'est pas ta région, quoi. Voilà, donc le lendemain, bien sûr, je vais dans la cabine téléphonique qui était aux Crêpes, j'appelle et je tombe sur Francis Andreu. Francis Andreu, qui était le secrétaire de Montpellier, qui arrivait, Toulouse l'avait pris, parce que lui aussi s'était un peu fâché avec Loulou Nicolin après mon départ. Et donc, il venait secrétaire à Toulouse et il me dit, voilà, on va pas garder Daniel Jean Dupeux. Et, je dis, mais attends, Francis, tu déconnes et tout, quoi. Il me demande d'aller à Toulouse et tout. Il me dit, écoute, quel est ton programme? Ben, je dis, ouais, je finis là. Ben, il me dit, écoute, on joue à Paris, mi-finale retour de la Coupe de France, parce qu'à l'époque, Oui, c'était aller-retour. voilà, les coupes, c'était toujours après le championnat. Et il me dit, on peut se voir le lendemain matin et tout. Je te prends une chambre. Et je dis, OK. Il faut savoir que l'année avant, en 84, Saint-Étienne était descendu. Le président André Laurent aurait souhaité que je vienne avec Osvaldo Piazza au niveau du club. Voilà. En duo, tous les deux? Voilà, mais bon, ça s'était pas fait. Il a mieux valu que ça se fasse pas à l'époque. Je vois jouer l'équipe de Toulouse qui mérite, mais bon, PSG, comme d'habitude, assez heureux en Coupe de France. Et le lendemain, je vois Francis Andreu et Daniel Byzantin, le président. Et il me dit, voilà, on veut te prendre, mais même pas de discussion, quoi. Il s'était déjà arrêté sur mon nom, quoi. Et pourquoi? C'était quoi les qualités qu'il trouvait en toi? Bon, Francis m'avait connu déjà en tant qu'homme, en tant que travailleur, respectueux. Mes 2 saisons, ils ont dû, bien sûr, les regarder avec les yeux parce qu'on n'avait vraiment pas, je dirais, des moyens qui puissent nous permettre de faire ces 2 saisons-là. Chaque année, j'allais à Vichy pour former les futurs entraîneurs de D2 et de D1 à l'époque. Et je pense que Francis Andreu a eu, comme il a toujours travaillé, et après, ça s'est vu avec les 4 années exceptionnelles qu'on a fait avec Toulouse et avec lui à la barre, parce que c'était plus lui le président délégué comme maintenant qu'à l'époque. Voilà, et donc moi j'ai dit, écoute Francis, ça ne peut que m'intéresser, mais bon, j'ai beaucoup de choses. Donc le dimanche, je rentre. Le lundi, je vais à l'entreprise de Monsieur Dupire, même si quand j'avais signé mon contrat, grâce à un copain, il m'avait dit, mais toujours, s'il y a le niveau professionnel qui te demande, mets-le dans tes clauses. Et puis là, j'appelle 2 personnes. Aimé Jacquet et surtout mon papa. Et Aimé, il me dit, ouais, mais bon, ne viens pas parce que tu vas encore me prendre des points, tout ça et tout et tout. Mais Ah, d'accord. D'accord. et il me dit, tu fonces. Et mon papa, pareil, il me dit, ben attends, écoute, voilà. Et c'est comme ça qu'à 33 ans, je suis devenu à l'époque le plus jeune entraîneur débutant à Toulouse, quoi. Voilà. Tu fais une première saison plutôt dingue, puisque vous terminez 4e du championnat. On arrache la coupe UEFA à Nancy. Ouais. Et j'ai fait le bonheur d'Arsène Wenger parce que là, ils l'ont pas gardé et il s'est retrouvé à Monaco après Arsène. Voilà. Grâce à toi. Non, pas grâce à moi. Pas grâce à moi. Mais une saison aussi bizarre. Hein. J'arrive à Toulouse, saison très bizarre au début. Bon, là aussi quelques vieux joueurs. Et puis là, je prends 2-3 décisions. Je lance Pascal Desperou. Je fais l'union sacrée alors que ça allait pas trop entre Domergue et Tarantini. Je tombe sur un mec remarquable, Philippe Bergerot, qui était plus mon adjoint que gardien de but. Et puis, on avait un joueur exceptionnel, hein, Beto Marsico, quoi. On bâtit une équipe, je remodèle un peu le système défensif. Arrive en même temps que moi de Montpellier, que Francis Andreu avait arraché à Montpellier, Gérald Passy. Oui. Il y a l'explosion aussi de Jean-Philippe Durand et tout. Une très très belle équipe. Hein. Très très voilà, belle équipe. Une belle équipe, quoi. Yannick Stopira, bon, malgré qu'il avait une ou deux influences à un moment donné, je le chopais au mois de janvier 86. J'ai dit, mais comment tu fais pour pas marquer des buts avec Beto Marsico? Moi, j'avais 33 ans, donc mon désir, c'était qu'à chaque fois, les mardis ou mercredis, quand il y avait les petits jeux, qu'il en manquait un, et je jouais avec. Par contre, je me mettais avec Beto Marsico.
Et les joueurs, ils me disaient, mais coach, comment vous faites pour marquer? Ben, j'ai dit, mais t'as qu'à te déplacer avec Beto. Un peu, c'était comme Ouais. avec Platini, comme avec Zizou après. Les mecs, ils voyaient tout, quoi. Donc, bon. Et puis là, alors là, je lui rentre dedans, j'ai dit, attends, en plus, je sais que l'équipe de France, parce que j'étais en meeting régulièrement avec les entraîneurs, dont Aimé Jacquet et Henri Michel, je savais que ils cherchaient un attaquant d'appoint et tout, parce que bon, même s'il y avait l'éclosion de Jean-Pierre Papin, c'était pas dans ses cordes non plus, quoi. Et là, ils font un match, je crois que c'est contre la Yougoslavie, l'équipe de France. Et là, Yannick Stopira rentre en deuxième mi-temps et sur une mi-temps, il gagne sa place parce que on l'avait remonté comme rien et il fait cette merveilleuse Coupe du Monde en 86 avec l'équipe de France. Et tu lui dis quoi, justement? Tu lui dis quoi à Stopira? Tu l'aides à comprendre qu'il a sa place en équipe de France, à Et prendre conscience de non, ses mais qui qualités? peut être dans le groupe, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'attaquants à l'époque, et c'était toujours des attaquants un peu de gauche et de droite qui venaient, ils faisaient un coup jouer Rocheteau, vous voyez, Henri faisait tourner un petit peu tout ça, un peu de bric et de broc, et je lui dis, mais non, mais attends Yannick, et puis surtout, où je l'ai pas lâché, c'est sur le travail physique, quoi. Parce que vous voyez, on faisait 5 sprints par exemple. Ben, le premier, bon, coach, j'ai glissé. Le deuxième, mon coach. Non, mais non, mais en plus, j'ai pas pu je le vois pas, mais je sais qu'il est devenu, il travaille pour les jeunes, pour la Fédé maintenant dans un centre et tout de préformation. Je voudrais voir comment il fait les séances maintenant, parce qu'il avait toujours quelque chose, quoi. Quand on doublait, il avait toujours mal à une cuisse, et là, j'ai dit, écoute, Yannick, hein, C'est marrant, il alors nous l'a pas là dit ça. aussi, parce qu'il y avait 2, 3 jeunes qui arrivaient, donc l'actualité, je sais pas si vous aimez le golf, arrivait Michel Pavon, le Ouais, papa son fils. du golfeur Mathieu Pavon. Je dis, fais gaffe parce que lui, je vais le lancer avant l'heure. Donc, et là, il s'est mis à travailler tout ça. Bon, après, quand il est revenu, il est parti à Bordeaux. Mais voilà, je savais que il pouvait parce qu'il avait l'instinct du buteur, quoi. Une frappe, un jeu de tête quand il voulait. Il allait très très vite quand il voulait sur 3, 4 mètres au départ. Et donc là, comme vous dites, première partie très on s'arrache. Mais alors la deuxième partie, quand l'équipe a commencé j'avais mon 11 type, on n'était que 13 joueurs à l'époque. Je me rappelle, il y avait Sassus et le petit Espanol ou le petit Ferrage qui était remplaçant. Donc tout allait dans le bon sens, quoi. Même une fois, on a eu des soucis pour 1 ou 2 matchs parce que Tarantini et Domergue ont été suspendus pour refus de contrôle. En même temps, Marsico s'était un peu fâché avec Ferrage. Le conseil du club l'avait suspendu et on va jouer à Bastia un match avec une équipe de bric et de broc, mais quand tout roule et on gagne à Bastia un match difficile parce que Bastia jouait son dernier espoir de maintenir en Ligue 1. Alors vous voyez un petit peu aller faire un match et tout, mais alors là l'équipe a été oh là 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 là. J'ai fait une défense centrale de briquet de broc, Marx, Laverny, mais les mecs ont été, mais on peut pas, incroyable quoi, incroyable quoi, incroyable. Et on gagne 2-0 et là après on gagne aussi à Nancy pour assurer notre place en Coupe UEFA à l'époque, quoi, voilà. Et c'est vraiment la période Toulouse la plus. L'année 86, footballistique, hélas, c'est sur 2 saisons, a été pour moi une des plus belles années. Ce que recherche un entraîneur dans l'expression de son groupe, hein, pas dire le collectif, les individualités et les résultats ont été vraiment sur cette année 86 au niveau championnat. Les matchs que l'on a fait à Bordeaux, à Marseille, dans les grands stades et les grands clubs de l'époque, ça a été quelque chose d'incroyable, quoi. Ça a été quelque chose Et puis, avec le point d'orgue, vous le connaissez, au mois de septembre, on élimine Naples en Coupe UEFA avec Le Naples de une équipe Maradona, ouais. Maradona qui venait d'être champion du monde quelques semaines avant. Et cette année-là, Naples finit champion d'Italie devant les 2 Milan et devant la Juve en faisant une saison extraordinaire, quoi. Voilà, quoi. Et donc, pour nous, ça a été... Puis là, ben, quand je vous parle de Naples, on aurait 3 jours devant nous, ça suffirait pas tellement il y a eu d'anecdotes pour non seulement préparer ces 2 rencontres et les jouer aussi, ça a été phénoménal.
comme la séance de tir au but, puisqu'on perd 1-0 là-bas, on gagne 1-0, et je fais rentrer Jean-Jacques Marx à la 89e, à la place de Lestage, parce que je savais que mon petit Lestage, s'il allait tirer les pénaltys, ben, je sais pas si le ballon serait arrivé dans les bras du gardien. Et alors que Jean-Jacques Marx, sans toucher le ballon, sans toucher un ballon dans les 2 minutes qui restaient dans les prolongations, Vous n'êtes capable de mettre a marqué le but parce que mais c'est pour vous dire que ce garçon-là, qui avait perdu un peu sa place lors de la deuxième année, avait toujours répondu présent parce qu'il avait fait beaucoup de matchs aussi, puisque avec la Coupe de France et tout, quoi. Mais tous les jours, la semaine avant Naples, il y avait une phrase: qui va marquer Maradona? Alors un jour c'était un tel, le lendemain c'était un tel. Il venait voir les entraînements si je faisais des séances déjà en prévision de Naples et tout, quoi. Et moi je savais, depuis qu'on jouait Naples, je savais qui allait marquer Diego Maradona en individuel pour les 2 matchs, quoi. Voilà. Et c'était qui alors? Benoît Tilly, le petit Benoît Tilly, D'accord. parce qu'il était morphologiquement, c'était Maradona. Donc sur les petits appuis, sur la vivacité, voilà. Donc il nous a fait 2 matchs extraordinaires. Pour moi, c'est l'âge d'or de Toulouse. J'avoue que j'étais à Strasbourg, hein, forcément, mais je suis tombé fou amoureux de cette équipe de Toulouse. D'abord parce qu'il y avait Passy que j'adorais. Il y avait aussi Beto Marsico qui était un peu la version hexagonale de Maradona. Et puis ses exploits en Coupe d'Europe, ce match contre Naples, ce match de fou contre le Spartak. Moscou, qui était champion, qui était devenu champion après, quoi. Des grosses équipes, quoi. Ce triplé incroyable de Passy, cette défaite malheureuse là-bas, je pense manque d'expérience. Tu pourras nous en parler un peu plus. Ouais, un peu d'expérience pour beaucoup de joueurs, dont Gérald le premier, quoi. Gérald, Piero Espanol, tous des gamins, Jean-Philippe Durand aussi. L'anecdote avec Jean-Philippe Durand, comme Benoît Tilly, normalement, était notre arrière droit, et sachant que j'allais le faire marquer, bien sûr, par Benoît, donc le couloir droit, j'avais vu Jean-Philippe Durand lundi. J'ai dit: écoute, Jean-Philippe, on va faire des exercices un peu tactiques et tout. J'ai besoin de toi pour jouer arrière droit et tout. Ou couloir droit, que Naples n'avait pas à l'époque, puisque Maradona joue derrière Carnevale et Giordano, donc ils n'avaient pas de côté spécifique. Ah non, je veux pas, quoi. J'ai dit: écoute, fais-le au moins pour l'équipe et tout, donc et tout. Et vous connaissez l'anecdote de Jean-Philippe Durand? Non. C'est qu'il a gagné la Coupe d'Europe avec Marseille en jouant en couloir droit, et il a été sélectionné par Platini, couloir droit. Et alors, à chaque fois que je le voyais et tout, j'ai dit: Jean-Philippe, est-ce que tu as dit à Michel Platini que tu voulais pas jouer là? Est-ce que tu as dit à Monsieur Goethals que tu voulais pas? Non, mais écoute, eh ben, j'ai dit: si, Jean-Philippe, tu as les qualités pour. Je te demande pas de jouer arrière. Et puis là, il m'a fait 2 matchs au niveau volume extraordinaire. C'est pour ça que j'aurais pas assez de 3 jours pour vous raconter tout ça. Alors, la plus belle anecdote, si y en a une, hein, sur le match contre Naples ou sur Maradona, ce serait laquelle? Laquelle te revient à l'esprit? C'est toutes ces petites choses, et puis surtout la séance de tir au but. Yannick Stopira frappe, les murs et la voûte du stadium tremblent encore, tellement il a tiré au-dessus. Bergerot en arrête un. On marque, nous, alors après, Marsico marque, Marx marque, on marque tous, et s'avance Maradona. Et comme je savais pas qui mettre les 6, je sors, parce que au stadium à l'époque, les bancs des entraîneurs étaient enterrés, donc je sors du banc, du moins je me mets avec les autres remplaçants, et j'appelle Piero Espanol. J'ai dit, comme ça, je crie. Mais les mecs regardaient Maradona aller tirer le penalty, quoi. Pour moi, ils étaient pas du tout concentrés sur ce que tu racontais, quoi. Voilà. Non, mais pour moi, Maradona allait le marquer, quoi. Oui, donc, ils me regardaient pas. Et puis, d'un seul coup, je me retourne et je vois les photographes, tout le monde venir sur Philippe Bergerot. Donc, moi, j'ai pas vu Maradona le rater en direct, quoi. Je l'ai vu le soir et le lendemain à la télé, mais je l'ai pas vu quand il a tiré et raté son penalty, quoi. Donc ça, c'est... Tu préparais le 6e penalty, quoi. Voilà. Mais après, voilà. Donc. Et donc, effectivement, c'est l'âge d'or de Toulouse. Et à un moment donné, tu fais même revenir ton poteau Dominique Rocheteau à Toulouse. Oui, parce que Stopira est parti, des soucis avec Da Fonseca qui n'était pas motivé plus que ça et tout. Et puis il nous fallait un attaquant d'appoint et tout. Et je demande à Domi: est-ce que tu veux pas venir faire au moins 1 an avec moi ou 2? Et voilà. Après il me dit pourquoi pas et tout. Donc il s'arrange. Mais ce que j'ai appris à Toulouse, 2 choses, c'est que j'ai fait 2 erreurs.
c'est que j'ai voulu associer Gérald Passy à son frère Franck. Ça a été galère de chez galère. Et surtout de faire confiance à d'ex-coéquipiers comme Battiston. Il me dit, prends Da Fonseca, tu verras. Alors que, aussi bien au niveau football qu'au niveau mentalité, Omar n'était pas fait pour venir jouer à Toulouse, quoi. Il sortait de Paris, il sortait de Monaco. Vous voyez un peu quand ça commence à descendre comme ça. C'est pour cela qu'après, quand je suis revenu dans le circuit, de pas faire ce genre d'erreur, parce que ça vous plombe le groupe, comme ça m'a plombé la dernière année à Toulouse, avec après l'envie du club et de moi-même, puisque ça faisait 4 ans que j'étais au club, de se séparer, quoi. Voilà, quoi. Et donc c'est une envie commune parce que finalement, donc tu dois faire quatrième la première année, troisième Troisième la la deuxième deuxième, année, voilà, voilà. et tu dois finir sur une 13e place, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, Non, mais ça reste. la fin de la dernière saison était complètement faussée parce que le groupe me suivait plus. Voilà, donc moi je faisais jouer beaucoup de nouveaux joueurs, Delpech, Pavon entre autres, tout ça pour les aguerrir pour l'année suivante, quoi. Voilà, même si je savais que j'allais pas rester, quoi. Fallait donner du temps de jeu aux jeunes comme ça se passe dans tous les clubs. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a un temps limite pour un entraîneur dans un club? Parce qu'on a un peu l'impression, et pareil, hein, moi je suis vraiment l'amateur, mais que 3 ans, c'est un peu le nombre sacré. La première année, si l'entraîneur a des bons résultats, des bonnes surprises, du coup, deuxième année, ça culmine un peu, et troisième année, ça s'étiole un petit peu. On dit beaucoup de ça de Mourinho d'ailleurs, parce qu'il a une méthode peut-être un peu dure, un peu conflictuelle avec les joueurs. Mais j'ai un peu l'impression que 3 ans, c'est le chiffre idéal. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, si on parle, quel que soit le championnat européen, je dirais du top 8, puisque c'est souvent les 8, je dirais oui. En dessous, non. Je pense qu'en dessous, non. Mais en dessous, ce que je reproche, je me suis écarté aussi du Nécatef il y a 2, 3 ans, un peu aussi pour ça. Je pense que les entraîneurs de maintenant, ils veulent tellement le poste qu'ils ne discutent pas au départ avec le responsable du club ou le président sur le potentiel du groupe. 9 fois sur 10, vous lisez 1 mois ou 2 mois après, oui, mais j'ai pas ce joueur-là. Voilà, le président, il vous dit quand vous signez, on veut finir 12e, après il veut être 6e. Et quand vous n'avez pas l'effectif ou que vous n'avez pas discuté de ces choses-là, arrive maintenant, mais à tous les niveaux. Hein, quand je vois le championnat français, là, j'ai appris même dimanche quand j'étais au match de Lyon-Marseille. Le lendemain, il y avait le derby Corse, que Régis Brouard avait été écarté de Bastia. Donc, de plus en plus maintenant, effectivement, mais je crois que l'entraîneur de maintenant, je parle entraîneur français, hein, les autres, on sait qu'ils sont là par des réseaux, qui sont pas toujours bons pour le football français. On a vu Grosso dernièrement ou d'autres dans le passé. Mais les entraîneurs français, ils sont démunis dès le départ, quoi. Voilà. C'est un peu, bon, j'ai pas eu l'occasion d'en reparler avec Lolo Blanc de son départ, mais ça se sentait que Lolo n'avait pas tout prévu au niveau de l'effectif. Peut-être qu'on lui a dit, peut-être tu l'auras au mois d'août et tout ça. Et je crois que c'est tous ces éléments rajoutés les uns les autres pour rejoindre le fait qu'un entraîneur, surtout en haut, de toute façon, on sait très bien que le président ne va pas changer l'équipe 15 joueurs pour garder son entraîneur. Il préfère garder des impresarios qui font entraîneur, les présidents, qu'un bon entraîneur, quoi. Voilà, quoi. Voilà. Alors, on va un petit peu sauter quelques années en avant. Est-ce que du coup, ça explique un peu ton départ beaucoup plus rapide que prévu de Tottenham, par exemple? C'est un peu la même mentalité? Non, alors Tottenham, me suis un peu, disons, quand j'ai su, lors d'une réunion au mois de mars avec Michel Platini, il m'avait invité à déjeuner, que j'allais pas être renouvelé avant l'Euro, et puis un Euro, vous ne pouvez pas jouer à pile ou face votre carrière, quoi. Et là, je me suis fait un peu avoir avec la personne qui s'est occupée de moi, qui n'a pas, malgré ce que je lui avais dit, de barder un petit peu le contrat. Voilà, parce que je pensais que j'allais être le responsable, alors que le président Lévy, qui est un super président, on a vu ce qu'il a fait de Tottenham, m'a foutu Arnesen dans les pattes. Et voilà, donc ça pouvait pas deux têtes directrices du sportif, surtout en Angleterre, parce que les joueurs anglais, du moins les joueurs de l'effectif, ils comprenaient pas qu'il y ait deux têtes. D'où aussi ça s'est mal passé avec lui. Et donc quand j'ai appris qu'il travaillait déjà pour Chelsea
le deuxième semestre de l'année quand je suis parti. D'ailleurs, vous savez que Chelsea a dû payer je sais pas combien de millions de livres pour ne pas avoir 7 ou 8 points de pénalité parce qu'en Angleterre, c'est interdit de faire ce qu'a fait Arnesen, quoi. Voilà. Donc ça a été mal bardé, donc un peu de ma faute aussi, et je voulais pas entraîner tout le monde là-dedans, quoi. Voilà. C'est une grosse pas de déception parce que j'ai pas été au bout, mais un grand manque pour moi de ce départ de Tottenham, quoi. Voilà. Parce que j'avais tellement envie d'y aller en Angleterre que quand c'est mal bardé, quelquefois dans ma carrière, vous reprenez le boomerang de plein fouet, quoi. Voilà. Et tu parlais anglais, tu avais pris des cours d'anglais avant. Comment tu prépares un départ en Angleterre? Non, 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 non. Et puis là aussi, en arrivant tout seul là-bas, la personne qui devait m'accompagner n'était pas là, donc j'ai voulu faire le malin, faire mon speech en anglais, et qui a été une catastrophe, quoi. Voilà. Alors, c'est un peu, ouais. J'allais en parler. Je dirais pas une catastrophe, mais c'est vrai que c'est pas. Tu sens que t'es pas hyper à l'aise dans ta. Voilà, non, non, Bah, mais je le t'as pas reconnais, mais d'interprète, quoi. T'as pas d'interprète. T'es jeté devant une foule de journalistes. voilà. Je sais plus si c'est le président qui te parle en anglais. Il parle même pas doucement, hein. Moi Ah oui, qui oui, non, suis aux mais on États-Unis comprenait depuis rien, plus de quoi. 20 ans, Voilà, je me quoi. suis mis à ta place. Je me dis, il y a l'accent anglais. Il parle super vite, mais mince, c'est chaud. C'est pas évident Tout du à tout, quoi. fait. Alors évidemment, après, tout le monde se marre, etc. Mais j'ai trouvé ça assez cruel parce que tu t'es jeté dans le grand bain face à des journalistes dans une langue qui n'est pas ta première langue. Non, mais j'ai Exactement. trouvé ça très audacieux, Jacques. À l'époque, j'ai trouvé ça très Ouais, audacieux de ta part. ouais, ouais. Ouais, non, mais rien à dire, je le prends pour moi, quoi. Même mes Ah, mais c'est petits-fils, savoir qui sort, maintenant avec, vous savez, tout ce qui se passe, tous les téléphones et tout, des fois, quand je gronde mes petits-fils, ils me passent mon interview, ils le mettent sur le poste. Voilà, mais c'est la D'accord, famille, donc tu la quoi, c'est revois. la famille, Donc tu quoi. la revois assez souvent, quoi. Voilà, mais je lui dis, il ferait mieux de regarder Papy quand il marque contre Eindhoven ou contre Nantes et tout, voilà. Moi, quand je parle, ça m'arrête de parler en anglais, parce que j'ai des calls, etc. Et mes enfants parlent assez bien anglais. Et quand ils Hmm. m'écoutent, ils se moquent de moi, quoi. Ils Ah m'enregistrent. bah ouais, Et après, ils repassent et disent, bon, bah voilà, voilà ton anglais. Merci de me donner des coups. ouais, parce que je l'ai appris aussi avant, après, pendant, que nous, les Français, on parle l'anglais en pensant français. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc ça, c'est la pire des choses, quoi. Il faut pas parler anglais en pensant les phrases en français, les mots en français, en anglais, mais les tournures de phrases comme si on le disait en français, quoi. Et alors, dernière question là-dessus, et après on va passer à l'équipe de France parce qu'on a déjà pris pas mal de ton temps. Mais quand tu fais cette conférence de presse ou quand tu pars à Tottenham, tu te bases sur l'anglais que tu as appris à l'école ou tu as pris des cours un peu depuis? Ah non, 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 non. Non, non, parce que Rien. Tottenham, ça s'est fait juste avant l'Euro. Ils se sont déplacés juste avant l'Euro. Et moi, je n'avais pas dans ma tête, en partant à l'Euro, c'était que j'allais avoir quelques mois de tranquillité, tout ça et tout, quoi. Et comme Tottenham est arrivé, du moins la proposition est arrivée avec mon désir d'aller là-bas, j'ai pas calculé alors que, comme souvent, je prends conseil. Bon, en plus, hélas, mon papa n'était plus là à l'époque. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, quoi, voilà, quoi, qui font que mal préparé, mal embarqué, et résultat, même si c'est moi qui ai voulu partir, le président voulait me garder aussi, quoi. On s'est arrangé la veille d'un match contre Bolton ou Charlton, un truc comme ça, quoi, voilà. Et c'est vrai que ce départ de l'équipe de France, c'est un peu, j'ai l'impression, le mix entre le respect. Pour toi, la valeur respect est hyper importante. Et là, tu as l'impression que l'équipe de France t'a manqué de respect, en tout cas le manquement à la parole donnée, puisque tu étais censé être renouvelé après les qualifications qui sont brillantes d'ailleurs. La France termine avec je sais plus combien de points d'avance. Tu as le meilleur ratio de tout, il me semble, de tous les sélectionneurs en termes de victoires. Tu as seulement 2 défaites au total, donc la dernière c'est ton dernier match. Et là, il y a ce côté manquement de respect et ce côté, je vais être un peu vulgaire, mais un peu fuck you à la Fédération française, qui te ressemble pas trop. T'as toujours généralement, si quelque chose te convient pas, tu pars, tu fais ça de manière très carrée. Notamment, tu disais toi-même ton départ de Saint-Étienne, malgré Herbin qui essaie de te garder. Mais là, c'est carrément, vous êtes foutu de ma gueule, gros majeur dans la figure de la Fédération française. Je me barre à Tottenham et puis tant pis pour vous, quoi. C'est un peu à contre-courant de ta personnalité, cette décision. Enfin, j'ai l'impression, hein. Ah non, non,
Comme je viens de vous le dire, si j'avais pas eu de club ou Tottenham, peut-être que j'aurais été 2, 3 mois sans rien faire, attendant une proposition d'un club. Non, non, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est pas pour faire un pied de nez, puisque si j'avais fait un pied de nez, j'aurais pas prévenu mes présidents, tous ceux qui étaient mes patrons, que ce soit Monsieur Simonet et tout. Non, j'ai jamais pu trouver le mot ou compris et tout. C'est que quand je suis choisi pour le poste, tout ce qui était financier était fait. Et donc là, Monsieur Simonet me dit, voilà, Jacques, non, non, je dis, on va pas signer 2 ans. J'ai dit, bon, admettons qu'on se fasse éliminer dans les qualifs. Vous allez peut-être me garder ou peut-être m'écarter avec 6 mois de contrat que j'aurais pas mérité puisque j'aurais été éliminé. Moi, ce que je vous propose, on se qualifie, que ce soit novembre ou décembre, puisqu'à l'époque, il y avait les barrages en novembre ou en décembre. Là, on rediscute d'un contrat de 2 ans éventuellement pour faire 2004-2006. Et tout ça, la fédération, même Michel, alors que tout le monde le savait, puisque ça a été adopté au Conseil fédéral et tout, personne n'a remis ça d'actualité. Et moi, quand en février-mars, j'ai rencontré Monsieur Simonet pour, il y avait la préparation du centenaire de la FIFA, on avait été choisi avec le Brésil, c'était France-Brésil pour le centenaire pour des raisons, je sais pas, là après c'est des raisons politiques. Je dis mais Monsieur Simonet, non, mais on va, non, voilà. Alors Platini essayait, puisque lui, vous le savez, à cette époque-là, il était enclin à partir pour la campagne de sa présidence européenne. Il avait besoin bien sûr de la Fédération française. Voilà, donc mais j'en veux pas à Michel, j'en veux surtout à tous les dirigeants de l'époque. Il y en a 2 ou 3 qui ont disparu, mais ces personnes-là, je leur ai dit en face à face bien avant l'Euro. Donc voilà, c'est j'ai pas fait un pied de nez en allant à Tottenham. Ça aurait été, par exemple, je sais pas moi, un club français, tout ça, j'aurais peut-être dit non tout de suite. Vous voyez, mais l'Angleterre, c'était mon souhait. Comme jouer en Italie, ça aurait été maintenant, j'aurais tout fait en étant à Saint-Étienne, aller jouer en Italie parce que ce pays m'attire, d'après mes origines. De toute façon, tu pouvais plus aller aux États-Unis, hein, Jacques, puisque les Santini étaient interdits de fouler le sol américain. Au niveau de l'équipe de France, quoi, voilà, quoi. Non, non, par contre, 2 années fabuleuses au niveau du travail, des rapports, aussi bien avec les joueurs et puis surtout tous les gens que j'ai pu connaître, Ferguson, Capello, Lippi, des mecs qui pour moi m'ont marqué lorsque j'allais les voir et qu'on discutait de football ou de choses et d'autres, quoi, voilà, quoi. Hein. Alors, quand tu rencontres tous ces gens-là, déjà, tu te retrouves face à sans doute une des meilleures équipes de France de l'histoire. Vraiment, c'est une équipe qui passe complètement à côté pour plein de raisons de la Coupe du Monde 2002, alors que tout le monde pensait qu'on allait écraser tout le monde, qu'on allait vraiment gagner la 2e étoile de manière consécutive. Malheureusement, blessure de Zidane, confiance en nous qui était peut-être un peu trop élevée, peut-être mauvaise préparation, bref. Donc, tu récupères l'équipe un peu en lambeaux. Est-ce que tu te sens intimidé par la tâche ou tu as suffisamment de bouteilles pour garder la tête froide? Ah non, non, je me sens capable. J'ai discuté beaucoup avec mes fils déjà. Et après, non, je me sentais capable par rapport à mon travail, par rapport à ce que je ressentais, de l'honneur d'être choisi, d'être à la hauteur de la tâche, quoi. D'accord. Alors, ce qu'il faut qu'on rajoute, c'est que tu sors de 2 ans à Lyon où tu as un peu construit le socle. 7 ans, parce que j'ai fait 5 ans de directeur, voilà. Et 2 ans. 5 ans de directeur sportif, 2 ans de coach, où c'est un peu toi qui construis le socle qui permet ensuite à l'OL de dominer la France pendant 7 ans et l'Europe quasiment aussi, puisque chaque fois le Lyon figurait de très très belle manière en Coupe d'Europe avec des confrontations contre le Real qui était Lyon qui est devenu la bête noire du Real. Je fais une aparté pour Lyon. Pourquoi je suis passé directeur sportif ou directeur technique avec M. Aulas? On pouvait changer de nom toutes les semaines, donc ça dépendait de son bon vouloir. Non, c'est que on avait vu plusieurs entraîneurs quand Bernard Lacombe avait décidé d'arrêter.
Et donc, après le dernier match à Montpellier, il fait une réunion avec, bien sûr, tous les directeurs du club administratif et tout, financier et tout. Moi, je pensais qu'il allait annoncer le nom. Et lors de la réunion le lendemain de Montpellier, moi, je me disais, mais quand c'est qu'en plus, on avait fait la fête parce que grâce à Bernard Lacombe et l'équipe, ils avaient arraché le tour de barrage en Ligue des Champions, ce qui n'était pas fait avant la dernière journée. On a bien fait la fête en rentrant sur Lyon. Et là, il prend la parole et il dit, ben voilà, ben pour l'année prochaine, en accord avec la plupart de ceux qui sont entre vous. Mais bon, moi, comme j'avais un peu la tête, j'ai d'entre vous, alors qu'il m'avait pas consulté. Donc, tiens, c'est bizarre, quoi. Et il dit, ben, voilà, le nouvel entraîneur, il est à côté de vous, là, ça sera Jaco qui sera l'entraîneur. Il t'avait pas prévenu. Il fait, bravo, voilà, c'est bien pour... Il me dit, non, non, et c'est pour revenir à ce que tu viens de dire, c'est qu'il me dit, ça fait 3 ans avec Bernard que vous avez fait l'équipe comme vous avez presque voulu, à part un ou deux. Ben, c'est à toi maintenant de prendre le relais de Bernard parce que c'est votre équipe et vous avez 3 ans pour être champion. Voilà. Voilà continuité. comment il m'a fait venir et là, bon, après, j'ai dit, OK, mais moi, je change le staff, je veux d'autres hommes au staff parce que j'étais pas content du travail, au moins 2 entraîneurs avec Bernard. C'est pour ça que sont arrivés, entre autres, 2 noms que vous connaissez, Dominique Cuperly et surtout Joël Batz. Et l'anecdote avec Joël Batz, c'est quand c'est moi qui ai discuté son contrat. Le président, il me dit, oh là là, non, 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 un entraîneur de gardien, je dis, président, c'est Joël Batz qui vient. Puis après, quand il a fait progresser Coupé et vendre Coupé, quand il a fait progresser Loris et vendre Loris, il n'y a pas eu 3 ou 4% comme les managers ont eu. Parce que... Et chaque fois, bon, plus maintenant, mais à une époque, il disait, président, vous avez pensé à moi? Oui, 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 oui. Voilà, donc, comme quoi, ça revient au niveau de l'entraîneur, il faut imposer. J'ai toujours, après quelques erreurs au début de ma carrière, je voulais pas Dorasso et Vérel en 2001 et je voulais Carrière et Louis Ndoula. Donc c'était août 2001. J'ai dit, président, si le 31 août, il n'y a pas Carrière et Louis Ndoula et surtout Vérel et Dorasso ne soient pas dans le groupe, je fais pas la deuxième année. Voilà. Mais après, c'est à vous. Et c'était quoi le problème avec Dorasso? Moi, pas tellement, mais il avait un gros problème avec le groupe, lors de la Coupe d'Europe et surtout avant la finale de la Coupe de la Ligue, il y a eu des gros soucis avec Vikash. Dorasso m'en voulait un peu parce que comme en face c'était Coupé, Violo, il disait ouais mais c'est vos chouchous, coach. Je dis c'est pas mes chouchous, arrête de dire tes bêtises, voilà donc. Et Vérel parce que Vérel n'acceptait pas d'être remplaçant derrière Marley, derrière Sidney Govou et Sony et entre temps Marley est parti, c'est pour ça que je voulais pas que Tony reste dans le club au niveau sportif, quoi, voilà. Et donc on revient à la question du socle, tu disais, voilà. D'accord. Et donc ça se fait par des choix forts et par des discussions assez franches. Ah ouais, Tu as des discussions toujours. avec Vérel et Dorasso? Tu es du Ah genre oui, il le à les savait. voir Ah, en... ouais, D'accord. non, comme quand j'ai annoncé aux entraîneurs que je voulais pas garder, ils le savaient déjà parce qu'ils n'avaient pas été, à mon avis, au niveau pour soutenir Bernard vous savez, dans une saison, dans un club, il y a 2 minimum, voire 3 périodes très, très difficiles. Si les joueurs sentent que l'entraîneur n'est pas soutenu ou par le président ou le directeur ou par son staff, quand c'était Bernard, il y a un ou deux joueurs qui venaient me dire, coach, ça va pas. J'ai dit, écoute, si tu veux une machine à laver, t'as tapé à la bonne porte. Si t'as un problème avec Bernard Lacombe, t'es pas tapé à la bonne porte. Donc, hop. Et après, les joueurs, ils se le disent. Ils savent que c'était pas la peine de venir me demander que j'aille voir Bernard pour lui dire bah tiens Bernard t'as mal fait. Non non, l'entraîneur est responsable. Moi j'étais responsable des joueurs qu'on a fait partir, des joueurs qu'on a fait venir et voilà donc c'est comme ça quoi. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas assez de volonté voire d'autorité au départ de l'entraîneur vis-à-vis de tout ça quoi. Et les joueurs le savent. C'est ce qui s'est passé à Lyon depuis quelques semaines là quoi. Donc le nouvel entraîneur, comme c'est un homme du club, bon, je l'ai vu encore là, ça se voit pas à la télé, mais 2-3 fois Lacazette est venu lui dire voilà, puis 30 secondes après, il y avait un changement sur le terrain, quoi. Vous voyez, donc on sent que les joueurs et l'entraîneur font osmose, mais ça dure que quelques semaines, ça. Voilà. Et quand tu étais justement sélectionneur, c'est quoi tes choix forts? Est-ce que tu as dû faire des choix forts de joueurs que tu as écartés de l'équipe de France, justement, comme ce que tu disais sur Vikash ou sur Tony Vérel? Non. Non.
Les deux qui ont disparu de l'équipe de France, c'est de leur propre volonté. C'est Anelka, parce qu'il voulait être titulaire au départ. Donc je lui dis, écoute, si tu veux être titulaire, ben je te prends pas. D'accord. Je lui dis c'est bien parce qu'au moins je te prends pas, t'es quitte de traîner ta peine. Et puis Emmanuel Petit, au tout début, bon, je savais par le docteur de Chelsea qui avait appelé notre docteur qu'il avait un petit souci de genou, donc il n'était pas opérationnel et surtout il ne pouvait pas concurrencer à l'époque la doublette Makelele-Patrick Vieira. Et il a préféré arrêter l'équipe de France, voilà. Mais c'est ça, c'est leur propre volonté. J'ai jamais appelé un joueur en lui disant je te veux plus en équipe de France, quoi. Après, je les prenais pas parce qu'il y avait la concurrence, il y avait des choix à faire, mais j'ai jamais écarté un joueur en disant tu viendras plus en équipe de France, quoi. Alors par contre, tu avais dit quelque part que tu aurais peut-être dû écarter De Sailly lors de l'Euro 2004, ou en tout cas peut-être pas il aurait peut-être pas dû être titulaire parce qu'il avait quand même un peu de mal sur cette compétition. Est-ce que là, par contre, tu as un petit peu pas fait ce que tu fais généralement? Est-ce que c'était par rapport au prestige du joueur? Est-ce que c'était par rapport à son histoire? Qu'est-ce qui t'empêche à ce moment-là de faire un choix fort? Ben, deux des raisons que tu viens de citer, et puis aussi le staff, qu'il soit médical ou sportif. Voilà, c'était d'écarter Marcel alors que jusqu'en décembre 2003, il était opérationnel, quoi. Voilà, quoi. Non, après, bien sûr, on regrette beaucoup de choses, mais c'est pas ça qui a fait perdre l'Euro à l'équipe de France. Au contraire. Les joueurs, sachant qu'il y avait Marcel là, Marcel a eu un rôle délicat pour lui, mais exemplaire au niveau du groupe. Il jouait le jeu avec moi, la conférence de presse. En plus, il a joué et ça nous avait conforté un petit peu contre la Croatie, où il a été en difficulté les 20 dernières C'était minutes. dur, ouais. Donc, ça nous a conforté qu'il aurait pu donner un coup de main, mais pas être le De Sailly jusqu'en 2003, quoi. Voilà, quoi. Parce qu'on savait qu'il pouvait, du moins le corps médical m'avait dit que Marcel pouvait, et comme j'avais déjà une défense centrale ou trop jeune, ou déjà avec le déplacement de Thuram d'arrière droit à défenseur central, je voulais pas rajouter en cas de pépin. J'ai fait déplacer aussi Sylvestre, même s'il jouait à Manchester à côté de Thuram. Mais bon, c'est pas là qu'on a perdu contre les Grecs. Autant on peut le prendre pour soi, le cas de Marcel. Moi, ce que je me suis voulu après, c'est quand Patrick Vieira, à l'issue de la promenade du matin du match contre la Grèce, il vient avec le docteur et il me dit, coach, je pourrais pas jouer, j'ai ma blessure qui s'est réveillée. Et là, toujours dans l'idée de vouloir que le joueur, qu'il soit jeune ou moins jeune, se prépare bien, j'ai tout de suite appelé Dacour pour le faire jouer. Et là, en plus, avec les renseignements qu'on avait sur cette équipe grecque, qu'ils allaient faire un marquage individuel, peut-être que si je pense avoir fait une erreur importante, c'est de pas avoir assez réfléchi parce que je pense qu'en réfléchissant, en parlant un peu autour de moi, j'aurais mis peut-être Pires au milieu, faire jouer Wiltord et jouer qu'avec un milieu récupérateur au lieu de deux, quoi. Et là, je pense qu'avec les qualités de Robert Pires, ça aurait aussi déchargé un peu Zizou. Ça aurait pu peut-être créer des brèches qu'on n'a pas su faire par manque de mouvement, aussi bien de l'équipe et de Trezeguet ou Titi pendant le match. Il n'y avait pas assez de mouvement pour perturber une défense qui avait fait du marquage individuel, son cheval de bataille pour cet Euro 2004, quoi. Voilà. Et puisque tu remplaces Dacour uniquement, je crois 20-25 minutes de la fin, justement par Wiltorn. Voilà, ou ça, C'est que je déjà un petit peu trop remplace, tard, hein. voilà, donc, mais bon, on aurait pu, hein, parce que le nombre de ballons, des fois, qu'on traînait ou qu'on n'a pas voulu faire la bonne passe au bon moment, aurait créé des situations ou des occasions de tir qu'on n'a pas eu du tout, quoi, voilà, quoi. Enfin, c'était quand même la Grèce. On parle toujours de la France qui perd contre la Grèce, c'est moins de la Grèce qui bat la France. La Grèce qui a quand même aussi battu le Portugal au Portugal, donc c'était pas non plus. Et les Tchèques aussi, qui étaient l'épouvantail en 2004 de l'Euro. Et c'est quand tu évoquais mes deux défaites, il y a contre la Grèce et contre les Tchéquies au Parc des Princes où ils nous avaient bouffé en match amical. Ouais. Ouais. En tout début d'année, en février, gros match République tchèque Ah ouais, non, directement. mais ils avaient une équipe. Et à la limite, quand on a vu les poules et tout ça, et quand j'ai vu qu'on allait rencontrer les Tchéquies en demi-finale, c'était encore plus dur que le Portugal ou d'autres équipes, quoi, hein, dans notre tableau, quoi. Voilà. Sachant que où la France a dû faire un des matchs les plus beaux de la décennie contre l'Angleterre dans le
En tout cas, c'est un vrai match frisson qui était le match contre l'Angleterre dans la qualification, quoi. Je suis d'accord avec Guillaume. Quand je pense à ton équipe de France, il y a deux matchs qui ressortent. Le match de 2003 contre l'Allemagne où les Allemands se font concasser à domicile 3-0, un match mais hallucinant de maîtrise avec le show très aigué Henry où tu as réussi à les associer tous les deux, ce qui finalement était assez rare, hein, parce qu'on les a pas toujours eu ensemble et ça n'a pas été toujours très complémentaire. Et l'autre match, donc France-Angleterre, ce retour incroyable. Est-ce que c'est un petit peu les deux matchs auxquels tu penses quand tu penses à ton équipe de France ou tu en as d'autres? Ben, compte tenu de l'adversaire et du contexte, je suis assez d'accord avec vous. Voilà. Même si, parce qu'on parle beaucoup du final de France-Angleterre, mais j'ai revu le match. C'est un journaliste qui a voulu, en France, ils font les grands matchs, donc il demande à l'entraîneur ou au sélectionneur comment il a préparé. Donc, comme je l'ai bien sûr en match chez moi, je l'ai regardé. Bon, c'est vrai qu'on a fait une première mi-temps. Sans être dominé, mais plus gêné par ce qu'a voulu faire les Anglais, qui d'habitude on pensait qu'ils allaient faire un pressing, et dès qu'ils perdaient le ballon, paf, ils étaient tous déjà dans leurs 30-40 mètres. Et donc après on a corrigé ça en deuxième mi-temps, on a fait une deuxième mi-temps à ce niveau-là, et puis avec le final, et puis bien sûr en Allemagne, d'autant plus qu'en Allemagne, alors que c'était un match amical, j'avais prévenu le groupe, j'ai dit, puisqu'on était qualifié déjà, je me mets en mode compétition. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup de changements. On va jouer comme si c'était un match de compétition, de qualification, de poule ou quoi. Et là, les joueurs ont fait un match vraiment... C'était en plus dans un match où j'avais joué à l'époque avant ma blessure. C'était le stade de Schalke, donc Gelsenkirchen, bien sûr, qui n'était pas le même. Mais moi, j'en avais pas parlé, mais moi, ça m'avait un peu chamboulé, quoi, parce que j'avais joué là, donc en 1973, donc juste 15 jours ou 3 semaines avant ma blessure. Donc voilà. Voilà, donc non, non. Et puis par rapport à l'image de tous ces grands joueurs. J'avais tenu après ma nomination de tous les voir, tous ceux qui restaient, parce qu'il y avait beaucoup qui avaient souhaité arrêter après quand même, hein. Dugarry, Leboeuf, des joueurs comme ça et tout, quoi, voilà. Et donc j'ai été assez confiant. J'ai eu beaucoup d'anecdotes, mais surtout quand j'ai été voir Zizou à Madrid, donc j'ai eu le privilège. Il m'a dit non, non, coach, vous venez chez moi, donc. J'ai passé toute la journée chez Zizou à parler de choses d'autres, de famille, mais comme Zidane était un mec intelligent comme moi, bon, par rapport à sa carrière, il devait savoir ce que j'avais fait professionnellement et personnellement. Et la seule chose peut-être, mais bon, quand j'avais déjà vu tous les Anglais, j'avais vu Tutu et Trezeguet à Rimini parce qu'ils faisaient un match avec la Juve à l'époque, un match amical. Donc à un moment donné, c'était la question que peut-être il s'attendait, mais que je voulais lui poser parce que je voulais en faire mon capitaine. Et il m'a dit, coach, bien sûr, être capitaine de l'équipe de France, c'est un honneur, hein, et tout. Mais la seule chose qu'il m'a dit, il m'a pas dit oui et non. Il m'a dit, est-ce que Marcel continue? Et donc, j'ai dit, écoute, je l'ai vu il y a 8 jours, je dois le revoir bientôt avant la première sélection, puisqu'on a été faire un match amical. C'était prévu avec Marcel que je le vois 8-10 jours avant l'annonce, bien sûr. Donc, j'ai compris que si Marcel continuait, Zizou ne prendrait pas. Donc Marcel a confirmé qu'il venait, donc j'ai appelé Zizou. Alors j'ai dit Zizou, non, non. J'ai dit par contre, est-ce que tu veux être vice-capitaine? Ben, il m'a dit oui, oui. Alors peut-être. Vous voyez, si c'était dans un club, si c'était pas ce genre de joueur, j'aurais bousculé un petit peu tout ça. Et bon, ça aurait rien fait, mais c'est des choses quand je regarde mes dossiers, ben un peu grâce à vous de l'équipe de France, à quel moment j'ai fait ça, à quel moment j'ai pas fait ça, voilà. Donc, mais bon, comme un peu vous l'avez ressenti. J'ai pas besoin de beaucoup de notes pour me rappeler Ah oui, non, ça c'est toutes sûr ces que choses-là, que la ce mémoire soit est de ma impressionnante. jeunesse. Voilà. Ben après, bon, on a sauté, c'est vrai, Lille, alors que j'ai passé 3 années fabuleuses à Lille. Saint-Étienne un peu moins bien. On m'a toujours dit, il faut jamais revenir dans un club où tu as été joueur, entraîneur ou même joueur. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui se vérifient par rapport aux carrières des uns et des autres, quoi. Voilà. Et pour en revenir à l'équipe de France, quand tu fais ton tour des joueurs, Oui. ton tour un peu d'introduction, on va dire,
de présentation. Est-ce que tu présentes ton projet aux joueurs? Qu'est-ce que tu recherches un petit peu quand tu vas parler avec eux? Tu les écoutes? C'est eux qui t'écoutent? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous Oui, mettre c'est un peu dans plus. les... Ouais. À ce moment-là, il n'y a pas de discussion de projet parce que tu ne sais pas, comme tu l'as bien indiqué, sur le fait qu'ils ont passé un mondial catastrophique et je pense des vacances pas si faciles que ça. Si on se réfère aussi au match qu'on gagne à Chypre, on ne sait pas comment on le fait parce qu'à la mi-temps, je leur dis, mais c'est pas vos frères qui jouent aujourd'hui? Parce que on n'en reconnaissait pas, à part peut-être Wiltord, à part peut-être Thuram, à part peut-être Djibril Cissé, mais alors le reste, c'était vraiment pas les joueurs qu'on connaît. Donc déjà que c'est difficile la mise en route, mais là ça a été difficile. Non, non, c'est plus du ping-pong là. On échange, ils savent que je sais le pourquoi de leur carrière, ils savent à peu près, même si bien sûr j'ai pas la notoriété d'avoir gagné un grand championnat, mais ils savent que peut-être dans ma carrière d'entraîneur, quel que soit le résultat et surtout de joueur, j'ai été sûrement décrit comme ils m'ont découvert au fur et à mesure, quoi. Hein, voilà, donc non, non. Puis après, donc on a eu peut-être plus de discussions lors de notre déplacement pour le premier match en Tunisie, où là, soit lors de 2 réunions à l'hôtel et la réunion avant l'entraînement la veille du match, puisque j'ai fait cette réunion avec un paperboard pour bien leur spécifier le comment du système 4-4-2, parce que là, je voulais faire aussi, parce qu'entre-temps, après, Candela a voulu arrêter, mais je savais que des garçons comme Candela, comme Sagnol au Bayern, tout ça était plus dans des systèmes à 3 défenseurs centraux. Donc, je voulais pas mettre tout de suite ces joueurs-là en difficulté en disant, voilà, donc j'ai fait une mi-temps 4-4-2, une mi-temps en 3-5-2 pour que les gars voient un petit peu et moi aussi, rapidement me donner des idées. Et puis, juste avant que je donne la sélection pour Chypre, Vincent Candela, que je connaissais tout gamin pour des raisons diverses, personnelles, m'a appelé, il m'a dit Jacques, non, non, je vais arrêter aussi, je vais me consacrer totalement à l'AS Rome et tout ça ces les prochaines années. Donc, si tu as vraiment besoin, n'hésite pas. Et j'ai dit, bah écoute Vincent, bien sûr que te connaissant et tout, puis avec après la saison qu'il a faite avec l'AS Rome et tout ça, bien entendu, voilà. Donc, non, non, c'était bien de voir tous ces gens-là. Bon, c'était facile parce que les Anglais en 48 heures, vous voyez les 2 tiers de l'effectif, hein, à l'époque entre Arsenal, Manchester et Chelsea, les 2 de la Juve et les 2 du Real à l'époque et, et le groupe de 13-14 de base était fait, quoi, voilà. Donc, vous gagnez cette Coupe des Confédérations qui se déroule à Paris. Il y a cette demi-finale qui est très, je pense, difficile à jouer pour pas mal de joueurs, puisqu'il y avait la disparition de Foé quelques jours avant. Marco, ouais. Ouais. Il me semble il avait joué à Lyon quand tu étais là-bas, hein, c'est ça? Oui, c'est moi qui l'ai fait venir avec Bernard et on a été champion avec Marco. Et l'année d'après, il a voulu aussi partir. Il avait une proposition de Manchester City, quoi. Voilà. Et c'est sûr, ça aurait été parce que comme on n'était ni dans la même poule ni, je pense qu'on s'est qualifié. Bon, je sais que vis-à-vis de Govou et Coupé, ils s'étaient appelés en se donnant rendez-vous pour la finale en plus, quoi. Voilà. Et quand on part de Clairefontaine pour aller jouer notre demi-finale contre la Turquie, on apprend hélas la triste nouvelle dans le bus. Et là, je peux vous dire que les derniers kilomètres jusqu'au Stade de France ont été longs et le vestiaire a été vraiment plus que trop silencieux jusqu'à qu'à un moment donné, on se dise, allez, on y va, il faut aller se préparer, tout ça et tout, quoi, voilà. Et puis après, pendant 48 heures, nous, on a dit, on s'est qualifié difficilement, grâce aussi, puisque j'avais fait le choix de voir Greg dans un grand match, hein, une demi-finale Coupe des Confédérations. Fabien, qui venait d'être papa, je lui ai dit, écoute, tu restes à Lyon, si on se qualifie, tu viendras faire la finale. Et donc, on avait dit, après par délégation, et peut-être ça a été même au niveau politique, on a dit, nous, on fait ce que le Cameroun souhaite faire, jouer ou pas cette finale au Stade de France, et les Camerounais ont souhaité la jouer.
jours, quoi. Voilà. On les bat difficilement 1-0 pour gagner cette coupe qui était quand même une compétition difficile parce que les matchs de poule, on les jouait tous les 2 jours et j'avais fait le choix sur les 2 premiers matchs, de faire 2 équipes différentes, mais en gardant des anciens. Il n'y avait pas Makelele, Et pas Zidane non plus, hein, il me semble. Zidane, parce qu'ils étaient retenus par le Real, tout ça. Donc, ça m'avait permis de voir quelques jeunes joueurs et surtout Ludo Giuli de sauter dans ce groupe France pendant ces matchs-là, quoi. Une des grandes forces dont on parle assez souvent de Deschamps, c'est qu'il arrive à créer un groupe, ou en tout cas à préserver un groupe. Est-ce que dans l'intégration des joueurs ou dans le choix des joueurs que tu décides de sélectionner, dans quelle mesure cette compatibilité sociale rentre en jeu dans la façon dont tu composes le groupe et comment tu l'observes justement, puisque tu as la chance d'avoir cette Coupe des Confédérations un an avant l'Euro. Et donc, dans quelle mesure tu essayes de voir en quoi les différents joueurs peuvent s'apprécier ou au contraire, il peut y avoir des petites tensions entre les joueurs? Le premier critère, c'est la performance du joueur dans les clubs, les gros clubs, hein, puisque à part 1 ou 2 comme Pedretti que j'avais pris à Sochaux, tout le reste jouait dans les grands clubs, donc ils avaient déjà des repères Coupe d'Europe ou d'autres équipes de France, quoi. Mais c'est aussi entre guillemets l'obligation d'un joueur quand il arrive en équipe de France, c'est plus à lui de montrer qu'il est capable de s'adapter qu'à ses coéquipiers ou au sélectionneur de lui mettre un tapis pour qu'il s'adapte. Bien sûr, quand tu veux voir un joueur s'il est capable de jouer en défense centrale, tu vas laisser Marcel Desailly plutôt que de faire une association Boumsong Sylvestre, tu vois. Il faut vraiment c'est pour ça que je reproche des fois à des entraîneurs quand je vais voir des matchs même de haut niveau pour essayer entre guillemets des joueurs, que le joueur ne joue pas dans une configuration où il y a que lui qui remplace un joueur. Si t'en remplaces 3 ou 4, c'est pas possible, quoi. Quand j'ai voulu faire jouer où on était Roten et Louindoula, j'ai mis Zidane et tout ça, quoi, voilà. J'ai pas mis Jouli ou le remplaçant de. Donc je crois qu'il faut tenir compte de ça et c'est le propre d'un joueur qui en 1 ou 2 matchs doit sauter sur cette solution qui peut être. C'est comme ça que Boumsong a pris la place, par exemple, à Mexès dans ces matchs-là. Donc c'est des petites touches, quoi. C'est plutôt des Voilà, petites touches qu'un chamboulement. Voilà. Pour ça que Sidney Gourou, je savais qu'il pouvait jouer côté ou deuxième attaquant, a été choisi plutôt qu'un autre quand Ludo Giuli a déclaré forfait. Et aussi, Sidney avait été très bon chaque fois que j'avais fait appel à lui en équipe de France, quoi. Pour moi, ça a été, quand je lui ai annoncé que je le prenais pas, déjà quelque chose de difficile parce que dans les 4 hommes, il y avait Zidane, Wiltord, Pires et en plus les 2 monégasques qui cassaient l'année de la finale de la Coupe d'Europe de Monaco. Donc tu as Contre Porto, ouais. Énorme équipe. 6 pour Saint-Place. Et puis surtout, il y avait aussi l'éclosion de Saha devant pour Titi Henry, voire Trezeguet, quoi. Voilà, donc c'est vraiment des choix là difficiles à faire à ce moment-là, quoi. Pour en revenir à l'Euro, c'est un petit peu avant l'Euro, hein, donc tu annonces que tu pars à Tottenham. Oui. Toi, tu as dit quelque part que tu penses que ça n'a pas eu trop d'incidence sur l'équipe. On avait eu Dacour sur le programme, c'est un de nos premiers épisodes. Lui, il pensait un petit peu que ça avait cassé quelque chose, malheureusement. Pourtant, lui, il a dit qu'il t'adorait, hein, c'est-à-dire qu'il disait que toi, tu l'emmenais à l'Euro alors qu'il avait un petit problème au genou et que du coup, la confiance que tu lui as donnée, ça lui donnait envie de tout casser. Il a dit, j'aurais tout tué pour toi, donc. Mais il dit effectivement que quand tu annonces Tottenham, il dit, je le cite, les mecs ne vont plus être dedans, tu sens que c'est plus pareil, il y a un truc qui s'est passé. Est-ce que tu l'as senti, toi, ça, ou t'es pas d'accord avec cette appréciation? Pas d'accord, je peux pas dire oui ou non, parce que là, c'est vraiment un élément interne au groupe. C'est-à-dire que personne n'est venu me le dire, quoi, entre guillemets. Et moi, j'ai fait la démarche inverse. Je me dis, tiens, si ça commence à fuiter, alors qu'on avait dit, sans que ce soit comme certains sélectionneurs dans beaucoup de pays, je veux que mes joueurs aient réglé leurs problèmes à tel moment, tu sais que c'est impossible, quoi. Donc, mais tu te dis, tiens, le coach sans le dire, il aimerait que nos situations et que lui, alors je l'ai fait aussi, on était encore à Clairefontaine, je l'ai pas fait au Portugal avant le premier match, tu vois ce que je veux dire, quoi. Non, c'était carré, c'était propre.
Ben voilà, ça me ressemble peut-être à tort sur ce coup-là, mais moi j'ai senti que au lieu que les infos, on connaît tous les journalistes et d'autant plus les tabloïds anglais, Tottenham aurait peut-être, même si on avait dit que c'était moi qui l'annonçais ou pas, si ça allait fuiter, que le matin tu te lèves, Santini à Tottenham, il est déjà parti. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Bien sûr. En même temps que j'ai annoncé à mes joueurs, comme je l'ai dit, j'ai annoncé à Monsieur Simonet, à tous ceux qui m'avaient fait confiance en tant que sélectionneur. Et pour moi, moi, je sais que si j'avais été joueur, ça m'aurait rien fait d'apprendre, comme qu'on a appris que ce bateau arrêtait, ça m'a pas perturbé pour la fin de saison. Tu vois ce que je veux dire? Après, en plus, Bien sûr. bon, que ce soit Olivier ou d'autres qui l'auraient dit, mais je pense que ce sont quand même des grands joueurs. Ils en ont eu d'autres choses à surmonter dans leur club, même Olivier pour gagner sa place à l'AS Rome. En plus, le jour que je vais le voir vraiment, c'est le match contre la Lazio de Rome et en face, il y a Dabo qui m'avait fait une super Coupe des Confédérations. Donc Olivier doit se dire, putain, le coach, il doit être là. Pardon, tu l'ôteras dans le commentaire. Non, c'est bon, il n'y a Non, pas mais de tu vois, problème. je me dis, tiens, moi, je sais pas, le coach est là, il vient voir le derby, il hésite encore pour un ou deux postes, alors que c'était pas ça, hein. Olivier Dacour était sûr, c'était plutôt peut-être entre Pedretti et Dabo que j'allais choisir, quoi, puisque Olivier m'avait fait, chaque fois que je l'avais fait appel, quand il avait remplacé en Slovénie, quand Maquet se fait expulser, tout de suite, il rentre, il tient la baraque et tout, comme le guerrier qu'il est, quoi, hein. Peut-être, mais dans mon approche, pour en discuter toute la matinée, un peu avec une ou deux personnes comme ça, et avant de faire l'annonce au président et aux joueurs, je me voyais pas l'annoncer une fois que ça aurait été annoncé à gauche ou à droite, quoi. Bien Voilà. sûr. Je comprends la Et tu démarche. sais très bien que quand tu fais ce genre de truc, c'était 8 ou 10 jours avant l'Euro. Avant d'arriver à l'Euro, il y a 12 jours, qu'il y aurait eu des fuites. Et alors là, je m'aurais été, Non, ça se serait su. j'aurais pas été moi-même devant mon groupe en disant oui les gars auraient dit, ben, coach, vous auriez pu nous toi. Non, Mais non, c'est, je vois très bien. Je comprends la démarche. Ouais. mais après, tout ce genre de levier, de situation perso collective qu'un individu, qu'un entraîneur, qu'un sélectionneur, qu'un joueur vit, et ben après, tu dois le vivre, tu dois l'intégrer et puis vivre avec ou le surmonter, comme quand je t'ai parlé ou je vous ai parlé de ma carrière de joueur après ma blessure, quoi. Tu sais, et pour être fidèle à moi-même, comme ça faisait 2 ans que j'étais dans le domaine de la communication, dans ce que j'avais à dire aux joueurs, par exemple, pas tous les joueurs, mais les joueurs cadres, quand je savais qu'ils n'allaient pas jouer, par exemple, le samedi, mais que le vendredi, on faisait des petites choses parce qu'ils sont pas bêtes, ils allaient dire, tiens, je suis plus remplaçant, ou même si quand tu fais le petit match entre tout l'effectif, tu mélanges un peu les chasubles. J'avais toujours cette règle, à moins qu'un joueur soit blessé, mais ça n'a jamais été le cas, de prévenir, par exemple, Robert Pires, si c'était Sylvain qui jouait, toi, Sylvain, si je voulais voir Thuram de Sailly en défense centrale, tous ces joueurs cadres pour moi, les 15-16 cadres, comme quand j'ai dit à Fabien, je te laisse à Lyon, oh non, non, tu viens d'être papa il y a 2 jours, tu restes. Puis après, quand il arrive à Clairefontaine, il me dit, coach, je vous remercie et tout, j'ai passé, voilà, donc tu vois, mais ça, c'est un élément que je m'étais toujours fixé, comme je le faisais aussi dans les clubs. Hein, les joueurs importants, quand ils jouaient pas un match, ils savaient la veille ou l'avant-veille en disant, écoute, par contre, après, j'ai pas besoin de lui dire, fais ton travail pour le groupe, surtout en équipe de France, parce qu'à l'image de ce que tu posais la question via Didier Deschamps, Domenech, X ou Y, les mecs qui jouent pas le jeu, ils s'écartent tout de suite d'eux-mêmes du groupe, quoi. Voilà, quoi. Il y avait vraiment zéro scénario dans ta tête dans lequel tu continues en équipe de France? Vraiment, Ah oui, 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 oui. c'était D'ailleurs, décidé. l'anecdote, personne ne le sait, c'est qu'après le dernier match contre la Suisse dans le vestiaire, on est resté une demi-heure avec Platini. Il me dit, toi, t'es qu'à... J'ai dit, mais attends, Platoche, on va pas revenir ce qu'on a discuté il y a 3 mois. Parce que soi-disant que si on avait
l'objectif que les dirigeants auraient dit à la presse que si j'avais attendu et qu'on soit qualifié au moins pour les quarts de finale, tout ça, Jacques Santini aurait été reconduit. J'ai dit attends, on n'est quand même pas entre une équipe de promotion d'honneur et un président qui sort c'est quand même l'équipe de France et tout. Il y a une image, même moi qui suis quand même pas un homme de communication pour les supporters, pour les journalistes, pour tout le monde, pour les joueurs. Voilà quoi. C'est peut-être le fait de savoir peut-être que j'ai pas été reconduit, peut-être que ça a troublé aussi le groupe parce que le groupe savait que d'une manière ou d'une autre, j'allais plus être l'entraîneur de l'équipe de France quoi. Pour reprendre un peu ce que Olivier t'a dit, Ouais, bien sûr. voilà quoi. Parce qu'il savait très bien que je dis pas, mais bon, mettons et en étant large, 5% de chance que même en gagnant l'Euro, j'étais pas sûr de rester à l'équipe de France. Ah, donc tu penses que le président ou que la fédération, que c'était même pas lié à tes résultats, qu'il y avait quelque chose en toi qui leur plaisait pas? Ah oui, oui. Alors après, c'est son environnement, c'est ses vice-présidents. Il y avait un dénommé Verbeek qui nous a quittés aussi, d'autres personnes du Conseil fédéral. Je sais pas, la DTN qui avait pris, même Aimé, qui avait mal pris que je sois désigné à la place de Raymond, qui lui était directeur, qui était à la direction technique nationale, puisque après le tour de table a été vite fait, d'après ce que j'avais appris. Hein, Raymond, dès que j'avais annoncé ça, ou dès que j'étais pas renouvelé, Raymond était déjà dans les starting blocks poussé par la DTN, quoi, voilà. Ah non, non, ça, alors ça, j'en suis persuadé, hein, ça, j'en suis persuadé. D'accord, Mais non, bah moi, c'est j'en un ai point jamais important. parlé, quoi. J'en parle comme Ouais. ça. Si on me pose pas la question, j'en parle pas, voilà. Mais il y avait un dénommé, comment je me rappelle jamais. C'était le directeur de la Fédé, avec qui lui aussi, voilà. Donc et Simonet, lui, bon, tu vois l'image de Monsieur Simonet. Hein, c'est plus son environnement qui avait dû le pousser à ne pas me proposer de reconduire tout ça, quoi. Voilà, quoi. Mais c'est bizarre quand même parce que on passe de toi qui a quand même une super réputation d'entraîneur, qui avait en plus gagné avec Lyon, une tâche que tout le monde pensait être impossible, Mm. qui a un super ratio à l'équipe de France, et on passe ensuite à Domenech, qui n'avait, en tout cas à l'époque, et puis depuis, ça s'est toujours vérifié, qui n'avait rien Mm. gagné. Au niveau statistique, en tout cas, Domenech n'avait rien gagné, il avait rien gagné avec les espoirs, alors que les espoirs avaient une génération exceptionnelle par deux Deux, fois. trois fois. Une fois, j'étais d'ailleurs au match contre l'Italie à Montpellier. Tu te demandes comment on a pu perdre ce match-là avec Zizou et toute la bande, quoi. Voilà, quoi. Non, mais t'as raison. Donc, ouais, donc bizarre quand même de dire qu'on passe de Santini à Domenech. C'est assez inexplicable, en tout cas, sans comprendre peut-être les manigances à l'intérieur de la fédération à laquelle on n'est pas. Voilà, donc moi, je te dis, je te coupe pour pas que tu sois trop long dans ta question. Moi, je te dis, il y a deux choses. C'est les journalistes qui voulaient Raymond et la DTN via Aimé Jacquet. Voilà. Ça, c'est clair et D'accord. net. Et donc, Aimé Jacquet préférait avoir quelqu'un comme Raymond. Alors, est-ce que c'était par conservatisme fédéral, c'est-à-dire, bon, voilà, il y a. Oui, oui. Oui, oui, c'est ça. D'accord, donc c'était pas forcément les compétences, c'était plus la DTN, elle sert Ah à ben, quelque les chose. compétences, il a quand même fait une finale de Coupe du Monde. Oui, Mais non, bien c'est sûr. vrai que si ça avait été Jacques Santini en 2008 à l'Euro Suisse-Autriche, ou quelqu'un d'autre comme Laurent Blanc après, personne à part Raymond n'aurait pu survivre aussi à l'Euro 2008-2010 avant l'Afrique du Sud. Hein. Ça c'est sûr. Hein. C'est vrai que bon, 2006, finale de Coupe du Monde. Alors, il y a effectivement beaucoup de gens diront l'équipe s'auto-gérait, etc. Zidane, Alors il fait Makelele, quand même Henry. l'équipe quand même, il fait les remplacements, non? Bien sûr, non, non, J'aime bien bien sûr. quand il... Je fais l'avocat du diable, hein. Je Non, dis non, non. 2006, il est intouchable. Mais 2008, après 2008, c'est incroyable qu'il ait été conservé. C'est incroyable. On est tous d'accord. D'ailleurs, que quand D'accord. je le Alors, vois, ou après, quand je l'ai retrouvé au syndicat, quand il me taquine parce que moi je suis vert et lui il est lyonnais, les et Lyonnais. je lui dis déjà, j'ai déjà plus de titres que toi en tant que joueur, et puis c'est un Stéphanois qui t'a donné le premier titre à l'OL, quoi. Voilà, quoi. Voilà. Non. Parce qu'avec Raymond, faut Il ne pas. doit pas avoir grand-chose à répondre, hein, je pense à Non, ça. non, il faut pas subir Raymond, quoi. Hein. Voilà, quoi. Mais c'est marrant parce que vraiment, bon, évidemment, on essaye aussi de l'avoir sur le programme, mais beaucoup de gens nous disent qu'il joue un personnage, vraiment, Tout à fait. qu'il est moins Tout à fait. borné et moins buté que le personnage qu'il donne à la presse. Et Tout à donc, c'est un fait. peu un mystère pour nous. Pourquoi il veut vraiment avoir cette image clivante alors que ça a l'air, apparemment, tout le monde dit que c'est quelqu'un de vraiment de Ah bah très, très oui, sympa. nous, bon là,
Je vais peut-être y revenir là à l'UNECATEF parce que Pierre Repellini me demande de revenir pour X raisons. Mais quand j'ai été pendant 2 ans au comité directeur, je peux te dire que avec Raymond, on essayait, pardon, d'avancer les choses, mais on est entre guillemets, un peu moins maintenant. Mais on est tous ceux qui faisaient partie du comité directeur, c'était pas l'image d'entraîneur qui ressortait, quoi, hein. C'était le côté humain de chacun d'entre nous. S'il avait à me tailler sur un truc, il me taillait. Si moi je le taillais pour autre chose, même si c'était le président, c'est pas le président Macron, ouais, tu vois ce que je veux dire, quoi. Bien Là, sûr. on est tous sur le même pied d'égalité. Pour revenir à ce match contre l'Angleterre, qui est, comme le disait Guillaume, pour moi aussi, c'est un des matchs les plus frissons de l'équipe de France. Vraiment, je le mets dans mon top 10, même si c'est que le premier match du premier tour. Mais d'abord, c'est l'Angleterre et il y a ce comeback complètement incroyable. Est-ce que toi, pendant ce match, donc pour nos auditeurs, je rappelle, hein, c'est l'Angleterre mène 1-0, l'Angleterre qui a un penalty qui est sauvé par Barthez, penalty du 2-0 tiré, il me semble, par Beckham. Et ensuite, l'équipe de France qui revient avec 2 buts de Zidane complètement fou. Coup franc à la 90e et puis penalty à la 91e avec Henry qui rôde un petit peu dans l'arrière-garde anglaise et Henry, c'est vraiment le Henry d'Arsenal qui est à son apogée et qui se fait faucher par le gardien et donc penalty de Zidane qui marque 2 buts coup sur coup. Toi, pendant ce match, tu sens vraiment à n'importe quel moment que les Bleus peuvent revenir? Tu restes confiant pendant tout le match? On va le dire avec mes mots, mais si tu veux, c'est le propre du haut niveau. Que ce soit adversaire, comme tu dis, Beckham, ce jour-là, d'habitude, c'est 80 et quelques pourcents de réussite au penalty. Notre monstre à nous lui arrête, voilà. Mais tu sais que, bon, moi je l'ai vécu à un autre niveau, mais quand même un bon niveau avec la Ligue des Champions, avec Saint-Étienne. Et Ouais, après, Split, avec Kiev. Lyon Ouais. pour certains matchs, tu sais que les matchs de haut niveau avec des joueurs de cette dimension internationale, que tout peut arriver, le bien ou le mal. Nous, ça a été le bien parce que tu sais que, comme tu le dis, il va avoir une frappe, un ballon qui va traîner, Trezeguet va peut-être être là pour mettre son pointu. Tout le long du match, pendant toute ma période de sélectionneur, que ce soit match facile et les matchs où ça peut jouer sur un coup de dé, tu sais que tu as des joueurs qui sont capables de te faire retourner une situation qui te semble complètement terminée, quoi, que tu n'as plus aucun espoir. Dans tous les matchs de l'équipe de France, même contre la Grèce, j'ai toujours été habité par ce sentiment-là, quoi. Ayant aussi une grande confiance aux joueurs, à leur qualité bien sûr sportive, pour la plupart ou la majorité leur qualité humaine, je sais que un sportif de haut niveau ne lâchera jamais tant que, pour une raison ou une autre, ou un coup de sifflet ou une blessure qui va empêcher le gars d'aller au bout du bout de ce qu'il peut démontrer, quoi. Voilà. Donc, d'ailleurs, sur le banc, quand on voit le match, le peu d'images que l'on voit, moi je le sais, mais quand je le regarde, je les ai regardés l'autre fois avec de la famille et tout, ils me disent, bon, des extraits que j'ai fait après, des séquences, quoi, voilà, quoi. Par contre, sur le but, le premier but, j'explose et Ouais, tout. Et j'allais dire, puis, c'est un aspect de toi qu'on voit pas souvent. C'est cette explosion de joie. voilà, C'est moi voilà. ce qui me revient de ce match, c'est toi qui explose sur le banc. Voilà, je l'ai fait 2, 3 fois. Une fois avec Coupet parce qu'il a arrêté un penalty dans la série de Coupe de France. Une fois avec Malbranc et Marco Foé quand on marque le deuxième but lors du premier match, du moins le tour préliminaire chez nous qui nous qualifie pour la Coupe d'Europe des Champions à l'époque. D'ailleurs, quand j'ai sauté sur Marco, j'ai dû me faire mal parce que c'était que du rock et Ah, tout. rock. Voilà, non, mais voilà, donc parce que aussi, ben, quand tu vois le chrono, mais pas de signe de lassitude, voilà, donc c'est, puis une confiance au mec, quoi, une confiance, quoi, voilà, quoi. Et tu sais que tu te demandes pourquoi Zizou va le tirer là et tout, le gardien pourquoi il se met là et voilà quoi. Comme l'action qu'amène le penalty, les Anglais sont encore dans leur brouillard total. L'autre il fait la passe comme ça derrière en pensant et puis le Titi il est là quoi et James le descend comme parce que James est aussi KO debout d'avoir sur ce premier but quoi voilà quoi. Et puis le deuxième but pour en revenir à Olivier, il me dit Olivier, il faut dire qu'on se replace et tout. Et on n'avait pas eu besoin parce que l'arbitre a sifflé la fin à ce moment-là. Quoi, voilà, quoi.
Ah, c'est Comme quoi, quand un tu as match comme incroyable. avec toi, ça me rappelle Olivier sur ce deuxième but, quand tu as des mecs comme ça qui sont imprégnés, même en étant remplaçants, ben, tu ne peux qu'y croire jusqu'au bout, quoi. Voilà. C'était qui tes relais justement sur ou hors du terrain? Tes gars sûrs? C'était Dacour, c'était qui d'autre? En équipe de France? En équipe de France, ouais. Oh non, c'était Olivier. Bon, c'était Zizou. Zizou, Tutu, un peu Fabien pour tout ce qui est l'animation sur les phases arrêtées défensives. Marcel, bien sûr, Pat Vieira. Et comme par hasard, ben Marcel et Pat sont pas là pour la Grèce. Tu sais, il y a des fois, c'est pas la peine d'aller chercher beaucoup, hein. Malgré que ce soit une grande équipe, t'as deux ou trois mecs qui sont pas là. Bon, c'est pas eux, hein, comme je te dis, c'est un peu moi dans mon choix au départ, un peu l'équipe qui peut-être se sentait sûre d'elle-même par rapport à la Grèce, toi, voilà. Non, non, c'était les 4-5 relais, quoi, voilà, quoi. C'est effectivement du grand classique. Et puis, ils étaient pas ou capitaines ou vice-capitaines pour rien, quoi, comme Tutu l'a été en Coupe des Confédérations, voilà, quoi, donc. Alors, quand tu reviens sur ta carrière d'entraîneur, quel est ton plus grand succès d'après toi? La chose dont tu es le plus fier Alors, entraîneur ou tu en tant sépares qu'entraîneur? sélectionneur? Entraîneur? En tant qu'entraîneur et sélectionneur, ouais, on va dire entraîneur et sélectionneur. Ou tu peux faire comme tu préfères, hein, entraîneur et sélectionneur. Alors, sélectionneur, c'est les 2 ans. Un véritable privilège et du bonheur, même si tu sais, comme je l'avais dit à mes fils le soir de ma nomination, on a fait un petit truc, mes fils, bon, et puis deux, trois proches, bien sûr, qui étaient d'ailleurs pendant toute la compétition au Portugal. Tu sais que à moins que tu partes comme l'a fait Aimé, tu sais que c'est souvent après une défaite que les sélectionneurs s'en vont, quoi, en disant que bah, le plus grand bonheur, il est là. Maintenant, on va peut-être vivre des moments un peu plus difficiles. Non, après tout est relatif, hein. Mes 3 années à Lille ont été 3 années magnifiques de relations professionnelles, de respect du joueur, de l'homme, du club, de tous ceux qui y travaillaient. Tu sais que la première année à Lille, on a été 16 fois ou 17 fois dernier ou en position de descente, toi. Mais il n'y a pas eu un bruit. On a travaillé parce que le club savait que avec le départ de Desmet, de Zapia, de Buisine, de Lama, tout ça, bah, que le club étant aussi en difficulté économique, puisque beaucoup d'entraîneurs houillés, quand ils ont su ça, ou Henri Michel ont eu peur, ils sont pas venus alors Ouais. que c'était le choix du club au départ, quoi. Et moi, comme je connaissais bien Bernard Gardon, qui avait été joueur avec moi à Saint-Étienne, il me dit, viens, j'ai dit, bah, je vais venir et tout, quoi. Je sortais de Toulouse, voilà. Donc, non, Alors, pour nos auditeurs, tu termines 17e la première année et la saison d'après, vous terminez 6e. C'est voilà, quand même c'est ça. un redressement remarquable. Ah ouais, ouais, on a failli jouer l'Europe, on perd contre nous, contre Nancy. Mais là aussi, toi, tu joues l'Europe, tu peux être européen avec Lille, tu as 7000 personnes au stade. Toi, les joueurs, quand ils sont sortis, on leur avait dit que le stade allait être plein. À l'échauffement, ils sont rentrés et ils comprenaient pas, quoi. Tu joues l'Europe, tu avais Ouais. 7000 personnes au stade, quoi, toi. Non, bon, il y en a que j'écarte tout de suite, bien sûr, pour des raisons plus de relations, comme à Saint-Étienne. Même si j'ai fait du bon boulot à Auxerre avec Giroud, ça a été très compliqué. C'est pour ça que je suis resté qu'1 an. Vraiment, c'est Lyon, quoi. C'est Lyon, quoi. Parce que on te demande d'être champion, c'est ça aussi, malgré toutes les difficultés, surtout la deuxième saison qui démarre mal pour beaucoup de raisons. L'histoire, comme je t'ai dit, pendant 1 mois, ça nous a pourri la vie. L'arrivée de Juninho, ça faisait 6 mois qu'il jouait pas. J'en ai encore parlé avec Bernard là, on me l'avait pas dit. Donc, tu vois quelqu'un à l'entraînement, tu dis, mais attends, tu vas pas le faire jouer. Au bout de 20 mètres, le mec, il était cuit, Juni, quoi. Non, c'est les 2 années lyonnaises, quoi, parce qu'il a fallu combattre beaucoup de choses. Il y avait aussi des grosses équipes en face, hein, chaque année, hein. Nantes, Marseille, Lens la dernière année, aller gagner la Coupe de la Ligue avec la saison. Parce que même si on a été champion, par exemple, en 2002, ma plus belle année pour moi d'entraîneur à Lyon, ça a été 2000-2001, quoi. Tu fais Vous terminez tu te deuxième, ouais. sors du tour préliminaire, c'est jamais facile. À l'époque, il y avait 2 fois 6 matchs, il y avait 2 fois les poules en Ligue des Champions.
tu finis deuxième derrière Nantes, meilleure attaque, meilleure défense, meilleur buteur, tu gagnes la Coupe de la Ligue. Je vais te dire, non, non, on se fait éliminer un peu bêtement à Strasbourg parce qu'on avait des matchs tous les 3 jours. Là aussi, tu fais une rotation, mais tu te prives peut-être d'un Cassapa qui aurait pu jouer, toi, parce que tu es obligé de te faire tourner. Quand tu joues depuis le mois de janvier, on jouait tous les 3 jours, là, à part les matchs équipe de France avec bis repetita en Ligue des Champions, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. T'arrives en quart de finale. Sur les 4 compétitions, on a été au bout du bout, quoi. Au bout du bout. Hein. Tu te fais éliminer pour pas être en quart de finale de la Ligue des Champions au goal average particulier par Arsenal, quoi. Tu vois. Non, non, c'était vraiment les très très belles saisons. Déjà à l'époque, et je pense qu'ils se rendaient Les compte, et deux qui maintenant, te je pense battent, qu'ils regrettent encore plus. c'est le Ouais. Bayern et Arsenal cette année-là. Hein. Non, non, 2000-2001, vraiment, entre le rôle d'entraîneur, l'objectif du club, gérer un groupe aussi important, avec des coups durs comme la blessure de Flo Laville, qu'on l'a perdu toute la saison, quoi. Bon, après, tu vas chercher Cassapa, tu sais pas, mais bon, dès qu'il a récupéré son activité, Claudio, il a été phénoménal les 3-4 derniers mois, quoi, voilà, quoi. Pareil, t'as un joueur que j'ai protégé non pas dans la relation, parce que ça a chauffé 1 ou 2 fois, avec Sony, quoi, mais tu le protèges dans la composition d'équipe. Quand tu as des matchs difficiles, tu demandes plus à Marley ou à Govou de venir travailler pour lui, quoi. Même si Sony le fait davantage, quoi. Voilà, quoi. C'est tout ça quand tu sens que ton groupe, quoi qu'il arrive dans la difficulté, bon après tu gagnes pas, ça c'est, il y a pas que toi, hein, il y a l'adversaire, hein, mais qui répond présent. Je vais te dire, quand après on gagne Ereven, on perd Olympiakos et tu perds les 2 matchs de Valence, tu sais qu'il te faut déjà gagner tes 2 matchs, Ereven à l'extérieur, Olympiakos chez toi, et espérer que Valence joue le jeu pour te qualifier et que ton groupe n'abandonne pas, gagne. Tu sais que tu es sur la bonne voie, quoi. Donc quand tu rentres le soir, même si tu es cuit, tu es lessivé physiquement, psychologiquement, tu bois 1 ou 2 bons canons et le lendemain, t'es devant les joueurs frais et dispo. On a eu Eric Carrière sur le programme qui racontait que dans les moments comme ça, un mec comme Olas, justement, arrivait un petit peu à redresser la barre, qu'il arrivait à remotiver en interne pour dire, bon voilà, on a peut-être perdu, mais il y a encore 4, 5, 6 matchs, mathématiquement, rien n'était impossible. C'était un petit peu aussi ton impression d'Olas, parce que toi, tu l'as connu quand même pendant longtemps, hein, puisque tu étais, comme tu le disais, 5 ans directeur Ah oui, sportif. oui, oui. Non, non, il a toujours fait son rôle de président, quoi. Même si des fois, avec Bernard, quand j'étais directeur, ça chauffait, mais on décidait des trucs et on partait sur la même ligne, quoi. Il n'y en a pas un qui disait bleu, voilà, quoi. Quand Bernard sentait qu'il avait besoin du prez, hop, le prez, il était là, et le prez, à un moment donné, il me dit, bon, on peut plus rien leur apporter, Jacques, accompagne l'équipe, laisse tomber ton travail pendant 15 jours d'aller voir les joueurs, les équipes adverses. Voilà, donc c'est pour ça que les grands hommes d'entreprise, et puis aussi, M. Aulas s'est façonné. Hein. Au début, comme racontait Bernard, parce que Bernard est premier jour qu'Aulas s'est arrivé, il a appelé Bernard 2 mois après, et il l'a vu aussi se transformer, parce qu'avant, il faisait aussi beaucoup de choses qui n'étaient pas ou prévues, ou que c'était pas le moment et tout, quoi. Voilà, quoi. La seule chose après, c'est que fallait toujours être vigilant, parce que les joueurs pouvaient sauter, d'où l'importance quand Bernard m'a fait venir, parce que les joueurs, même pour certains, j'étais d'abord le Stéphanois, mais j'étais quand même quelqu'un de compétent et qui variait pas, qui respectait tout le monde, le joueur, le petit joueur, le travail de Bernard. J'ai jamais, même si ça a chauffé avec Bernard ou de temps en temps on n'était pas d'accord avec Monsieur Aulas, mais c'est vrai que Aulas, voilà, comme pour le titre, comme toi tu fais ton travail, et lui derrière il dit, mais non, mais on a 3 points de plus les gars, il disait à chaque match, parce que le match de Lens, ça y est, c'est 3 points. Et avant, il Faut le gagner quand fallait même. les gagner à Bordeaux, à Auxerre, voilà. Donc, mais ça, c'est voilà. Après, faut pas tomber non plus, comme faisait des fois M. Aulas, dans l'excès, quoi. Hein.
comme il l'a fait les 2 dernières saisons, ou comme voilà, en disant qu'il allait être en Ligue des Champions, alors que tu sentais que ça pouvait pas. Mais nous, on sentait au milieu du groupe, joueurs et staff, et l'environnement proche, qu'on était tous sur le même bateau, comme après Liberec. C'est là que j'ai vu que le groupe était derrière moi. Après Liberec, voilà quoi. C'est intéressant ce que tu dis justement d'être tous dans le même bateau. On a eu donc Joël Batz il y a pas longtemps qui racontait qu'il y avait vraiment la culture de la gagne à Lyon à cette époque-là, qu'il y avait cette envie supérieure de gagner. Je crois que c'était Paul Le Guen qui dit ça. Mais il parlait justement de cette anecdote intéressante que à tous les niveaux, tout le monde allait dans la même direction. Que ça soit, il donnait l'exemple de voilà dans un club où justement c'est pas le cas, tu peux avoir un joueur ou tu peux avoir le kiné qui va un petit peu se plaindre du coach auprès d'un joueur et que insidieusement ça va créer un petit peu des brèches au sein du club. Et c'est vrai que c'est des choses parfois auxquelles on pense pas. Enfin moi qui suis un amateur, hein, qui soit pas un pro, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et j'ai l'impression que c'est pas. Et bon, c'est une impression qui est évidemment confirmée, mais que c'est pas du tout le cas à Lyon et c'est sûrement pas du tout le cas dans plein de clubs. C'est cette espèce de bloc où tout le monde est vraiment dans la même direction, mais pas seulement juste les 3 ou 4 ou 5 entraîneurs ou le staff technique, mais c'est vraiment à tous les niveaux du club. Ça inclut aussi les kinés, ça inclut tout le monde. Comment, à ton époque, c'était vraiment criant cette espèce de bloc où tout le monde allait dans le même sens? Donc le point de départ, c'est quand Bernard m'appelle, le club est 14e, et la première réunion, j'entendais plus de parler de descente, voire de maintien. Le maintien aurait été, et puis donc la culture, comme tu dis, de dire, attendez, on va remettre les choses en place, tout ça. Bon, moi je me suis appuyé sur Monsieur Aulas pour apprendre les rouages du club et tout, et puis d'avancer, et puis on a fini un coupe intertoto et la machine était lancée. Mais ce que tu dis est vrai. Des fois, le lundi ou le mardi, quand j'arrivais dans les bureaux, on avait perdu la veille ou faire match nul chez soi. T'entendais ceux qui travaillaient et tout, alors que M. Aulas commençait déjà à préparer l'OL marketing, l'OL communication et tout. Et 2, 3 fois, parce que je faisais exprès de manger souvent un coup avec les gars de la compta et tout. Mais je dis, mais attendez, là, les mecs, quand ils vont arriver, les joueurs, chercher ou vous demander, non seulement vous devez sourire et vous les dire, hey, les mecs, j'ai dit, mais vous êtes là, c'est grâce à l'OL, c'est grâce aux joueurs. S'il n'y a pas un club déjà, bon, ils avaient déjà fait 2, 3 campagnes européennes avant nous, j'ai dit, mais donc t'es obligé là, et puis après mais après il faut aussi faire passer le message aux joueurs. C'est pour ça que rapidement, je me rappelle, c'est en février 96 qu'on a fait la première réunion pour le recrutement. Moi, ça faisait 3, 4 mois que je voyais jouer l'équipe. Je vais te dire que il y en a qui avaient déjà les valises de prêt, hein. Président, quand j'ai dit, mais attendez, président, vous voulez, donc, comme à l'époque, on pouvait prendre, c'est là qu'on a pris Pedros, Bravo, tu sais, tu pouvais prendre les joueurs un peu. Pedros, pas trop, mais Daniel Bravo a été exceptionnel dans son jeu, dans l'approche, comment de l'équipe et tout. On a raccroché. Après, moi, je voulais le garder, Bernard voulait pas. On est passé à autre chose, tu vois. On s'est séparé de 4, 5, mais en plus des purs Lyonnais, mais qui étaient là parce que c'était Lyon, ils étaient tranquilles et tout. J'ai dit, attends, le président, il veut aller en Coupe d'Europe, c'est pas avec ces joueurs-là, quoi. Donc c'est là la première vague de recrutement qu'on a pris les Violos, Delmotte, Carteron, Fournier, des gars sur lesquels le groupe pouvait compter. Puis ça nous a réussi et après on a apporté un peu plus de notre technique, Dorasso, l'Aigle et puis bien entendu le bijou Sonny Anderson, quoi. Mais si t'as pas assez de culture de partout et de rigueur et de volonté, pareil avec Caveglia quand il me chambrait, avec coupé en tennis ballon, il nous a pas battu une fois. J'ai dit regarde, même un vieux, il te bat au tennis ballon, comment veux-tu battre Châteauroux? Voilà quoi. Puis, pareil quoi, en Coupe d'Europe et tout. Coupe d'Europe, je le vois, on va jouer à Bruges, il joue avec les Moulets. J'ai dit Cavé, il me dit coach, moi il y a que ça. Et il marque 3 buts. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise après? J'ai dit, il est venu, vous voulez mes crampons, coach? J'ai dit, arrête. Voilà, mais parce que mais on savait qu'avec Cavé, c'était un très bon joueur, un super mec,
mais qu'on pouvait pas dépasser parce qu'il était limité. Donc, quand il a fallu penser à son remplacement, ben, ça a été dur parce qu'en plus, c'était le chouchou, notre capitaine, et on s'en est séparés. Et tu donnes aussi, en faisant ces choix forts, non pas contre l'homme, mais par rapport à ce que le club a envie, eh ben, faut avancer. Puis quand tu vois les clubs, et il y en a beaucoup qui se remettent pas en cause, qui refont confiance parce qu'ils ont gagné, parce que l'année d'avant, ils ont fait une bonne saison et tout, quoi. Non, si à un moment donné, tu sens que le joueur est arrivé à une limite, c'est peut-être ce que les dirigeants stéphanois ont fait en 78 quand ils ont dit, ben, ce groupe-là, il faut le régénérer d'une manière ou d'une autre. Bon, nous, on l'a pris affectivement parce que on était tellement liés au bout de 9 ans qu'on a mal pris au début, puis après, ben, on a fait une grande saison aussi en allant arracher la Coupe d'Europe, voilà quoi. C'est comme ça, hein, qu'on peut pas. Mais il faut. Et t'as raison. Et Eric a raison. Le boss faisait des réunions, mais après, fallait être vigilant. Fallait savoir si les joueurs ne sautaient pas au-dessus de l'entraîneur, ne sautaient pas au-dessus de Bernard et tout, puisque quand Eric est arrivé, moi, j'ai eu qu'un an, Eric, hein, donc après, je sais que ça s'est pas toujours bien passé aussi après, quoi. Mais bon. Qu'est-ce qui manque, à ton avis, à Lyon maintenant, pour revenir au plus haut niveau? Alors déjà, je sais pas ce qui se passe en dessous. Je sais pas s'ils ont des bonnes générations, comme régulièrement l'OL en a eu, et qui faisait appel encore dernièrement, comment Lukeba, tout cela, quoi. Voilà, quoi. Donc il y a ça. Et puis après, bon là, moi je connais pas les hommes que Textor a pris dans son environnement, dans le travail. Bon, ça a l'air que chacun est à sa place. Ça c'est important aussi. Moi, à Lyon, tout le monde était à sa place, donc ça, je les connais pas et tout. Et puis, ben aussi évacuer les 2, 3 dernières années de mauvaise gestion de l'effectif. Alors les raisons, moi, je suis pas là pour. Quand t'es pas au milieu, tu sais pas si c'est un problème politique, d'argent ou autre. Mais bon, après, c'est toujours pareil. Bon, ils ont pris un très bon joueur, hein, Matic. C'est lui qui a fait un peu de tempo, mais 35, 36 ans. Attends, c'est pas lui qui va t'emmener, mais si, il va t'emmener peut-être en Coupe d'Europe, mais c'est pas lui qui va te faire franchir le palier pour que Lyon redevienne le Lyon qui fait trembler pas mal de clubs en Europe, quoi. Voilà, quoi. La Casette, il en a encore pour un an, quoi. Donc déjà, t'as 2, 3 joueurs qu'il faut que t'amènes meilleurs que ça pour les prochaines années. Et sur les autres postes, t'es en difficulté aussi. Bon, ils ont pris 3 gars dans les couloirs, c'est vrai que ça change des matchs allés parce que ces 3 gars, c'est 3 bombasses. Hein. Tu te demandes s'il faut pas le 4x100 pour les JO, quoi. Ça part à 2000 à l'heure et tout, quoi. Puis après, par contre, quand il faut donner le dernier bon ballon à la Casette qui est tout seul, faire un centre, et là, pour l'instant, tu le vois pas, quoi. Tu le vois pas. Hein. Marseille, pareil, c'est encore pire. Ouais, bon, Marseille, n'en parlons même pas. Si maintenant Textor t'appelle et dit, écoute, Jaco, est-ce que tu serais prêt pour une dernière danse avec l'OL? Est-ce que tu viendrais? À quel poste? Bon, pas sur le terrain, mais en tant qu'entraîneur ou directeur sportif. Ah oui, oui, oui. Je l'ai toujours dit. Hein. D'accord. D'ailleurs, ça a été, bon, pas moi, parce que j'ai pas souhaité envenimer la situation, mais surtout, quand Olas a rappelé Houillet, personne au club n'a compris, quoi. Surtout en écartant un peu Bernard, quoi. Personne n'a compris. J'avais dit à Bernard, s'il faut retravailler une fois avec toi, mais en dehors du terrain, du moins, pas entraîneur, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. D'accord. Ah oui, oui, alors j'ai pris. Il n'y a pas que Lyon, hein. Ouais. Si un bon club appelle pour faire une pige, ou même, tiens, on parlait de, tu sais, c'est Bouanga, le Stéphanois là, qui fait pas mal là-bas, quoi. Oui, D'aller aux au Stade, s'il y a un club qui veut se restructurer ou pendant quelques mois lui montrer comment on travaille sur une politique sportive, pourquoi pas, quoi, tu vois? D'accord, c'est noté. Alors, j'ai pris beaucoup de ton temps. Je vais passer à la dernière phase de cet entretien. C'est ce qu'on appelle les questions mitraillettes, où tu dois répondre vraiment sans trop réfléchir. Oui ou non, ou donner des noms, ou c'est quoi? Tu verras les questions. Ça dépend. C'est vraiment tu dois. Ou non, c'est pas oui ou non. Non, c'est un peu plus un peu plus élaboré que ça. Et donc, comme tu le sens, pas réfléchir vraiment. C'est parti. Ton match cauchemar, celui tu te réveilles en pleine nuit, tu y penses. Joueur ou entraîneur? Les deux. Alors, entraîneur, la Grèce. D'accord. Et joueur, Mönchengladbach. D'accord. C'est À quoi, si l'aller. vous perdez 5-0, c'est ça? 4-1.
4-1, pardon. Oh non, vous gagnez 5. Non, c'est contre Hambourg, vous gagnez 5-0, c'est ça? D'accord. Quel est ton meilleur ami dans le foot? Bernard Lacombe. Bernard Lacombe, d'accord. Non, là, je suis obligé d'en dire deux. Lacombe et Pellini. Quel est le joueur que tu as perdu de vue que tu aimerais bien revoir? Zidane. Alors justement, la question d'après, c'est tu as joué avec l'un et tu as dirigé l'autre. Est-ce que tu es plutôt Zidane ou Platini? Zidane. Quelle était la plus grosse fiesta après un match? Joueur ou entraîneur? Ou les deux? Coupe de la Ligue 2001. D'accord. Et en tant que Oui. joueur? Pour la Coupe de France contre Lens, 77. 1977, pardon. D'accord. Le titre dont tu es le plus fier? Alors, joueur, la Coupe de France contre Reims. Entraîneur, le titre avec Lyon. Quelle est la plus grosse baston à laquelle tu as assisté en tant qu'entraîneur? En tant qu'entraîneur? Non. Alors, je sais qu'il y avait eu quelques frictions avant France-Angleterre. Tu en avais parlé dans Ah, une mais interview. au Alors, je sais niveau pas si c'était une joueur? baston. Ouais, au niveau joueur. Ah, non, mais je croyais que c'était pendant un match. Ah, bah là, il y en a eu beaucoup, hein. Il y en a eu beaucoup, hein. En tant que joueur, même avec mes copains stéphanois, entraîneur à Lille, entraîneur en équipe de France, autrement, presque dans tous les clubs, à Toulouse. Alors, je te dis pas à Toulouse, je t'avais dit parler de Marsico Ferrage. Alors, la plus grosse comme Alors, sélectionneur et la Marsico plus Ferrage. grosse. D'accord. Marsico Ferrage, voilà. Et À en tant Toulouse. que joueur, non, non, non. Des chamailleries, plutôt. Voilà, voilà. Mais Marsico Ferrage, ça avait été loin, hein. Ouais. Ah oui. Et en tant que sélectionneur? La prise de bec, Henri Pires avant France-Angleterre. Voilà. D'accord. Et c'était pourquoi? C'était la tension? C'était. Ouais, c'était parce que déjà, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'était pour eux le derby. Puis tout ce qui peut-être ils ont vécu, mais toujours pareil, comme nous les Stéphanois, hein, on était sur le terrain, puis la semaine il y avait toujours des chamailleries, et puis là pour un mot, voilà. Après, ils sont venus s'excuser dans la chambre et tout ça de la veille ou 2 jours avant France-Angleterre. Ouais, ouais. Quand tu dis dans la chambre, c'est-à-dire qu'ils sont excusés l'un à l'autre ou ils sont excusés vers toi par rapport à Ah l'entraînement? après, ils sont venus s'excuser vers moi, quoi. Voilà, voilà, bien sûr. Bien sûr. Ils sont excusés devant les grippes à table ou à la fin de l'entraînement pendant les étirements. Ils se sont mis l'un à côté de l'autre. Mais comme nous, on faisait avec Saint-Étienne, l'un ou l'autre qui se chamaillait, qui taclait un peu trop fort, les gros mots, tu repousses le mec, voilà, quoi. Mais j'ai jamais vu vraiment, toi, que ça se frappe, qu'il y en ait un qui a le nez cassé ou des trucs comme ça. Non, non. C'est la vie d'un groupe, quoi, hein. Il y a des tensions, Ah bah oui, oui, notamment ah bah dans les grands là, matchs. alors là, si tu crois que c'est linéaire, alors même Ouais. nous à Saint-Étienne, on croit que t'es Marie-Louise et tout, puis je te dis pas comment ça chauffait de temps en temps, quoi. Justement, par rapport à ça, puisque ceux qui ne sont pas des sportifs professionnels ont parfois un petit peu de mal à imaginer justement cette tension à l'intérieur d'un groupe. Justement, pour en revenir à Domenech et la gestion de 2010, là, pour le coup, j'ai pas envie de blâmer Domenech là-dessus, mais plutôt l'équipe qui fait sa couverture avec Anelka et est-ce qu'il aurait dit, alors ça n'a jamais été vraiment établi, mais est-ce qu'il aurait dit à Domenech? Quand tu vois ça, toi, ta première réaction, c'était l'équipe en fait des tonnes ou est-ce que c'est Domenech qui arrive pas à tenir son vestiaire? Comment t'as vu ça, toi, qui avais connu et Anelka et Domenech et surtout que tu avais en tant qu'ancien sélectionneur? Alors, comme j'avais des infos des deux côtés, joueurs, et puis par Robert Duverne de l'autre côté, tu sais jamais le point de départ, quoi. Mais c'est vrai que ça aurait dû être traité déjà en amont. Mais qui est-ce le plus fautif, Domenech et son staff ou les 3-4 leaders, Evra, Anelka, puis je sais plus qui c'était le troisième ou le quatrième. Tu sens qu'avec l'histoire, tu m'as parlé de Marcel avec juste titre, donc Raymond. Pourtant, j'avais dit à Raymond quand on avait discuté, Raymond, si tu peux, n'emmène pas des joueurs blessés ou que t'es pas sûr. Et c'est ce qu'il a fait en emmenant Titi, qui traînait sa peine sur le banc, quoi. Voilà, quoi. Donc c'était mal embarqué, mais bon, après, t'as lu autant que moi, mais je m'immisce pas. Je prends juste les commentaires de l'époque. Ce qu'on a dit, que Raymond n'aurait pas dû être à la tête de cette équipe à partir de 2008, quoi. Hein, voilà, quoi. Parce que obligé que les problèmes internes qui avaient déjà surgi à l'époque, en 2008, sur et hors le terrain, tu peux pas tous les gommer si tu repars avec une partie de l'effectif, quoi. Voilà.
Tu penses en particulier, alors je sais pas, hein, là c'est peut-être du domaine de l'infondé, mais les possibles frictions entre Gourcuff, Ribéry, ou tu penses que c'est plus structurel, quoi? C'est qu'il avait perdu son vestiaire, il avait perdu sa crédibilité avec cet euro catastrophique. Ah ben oui, alors du côté de Raymond, c'est l'euro, et les résultats et la gestion, avec le cas aussi de Barthez Coupé, hein, c'est ça, je crois, non? Ouais, Non, il y a ouais, aussi, je crois. il me semble. Et puis après, ben, les tempéraments des joueurs. Peut-être que là aussi, on parlait des 2 ou 3 cadres quand il te manque lors d'un match. Dans la vie de groupe, il y en avait plus beaucoup, voilà, hein, il y en avait plus beaucoup, hein. Et comme Titi s'était un peu retiré compte tenu de son statut de titulaire, je vois, il y avait plus personne qui pouvait tenir tous les débordements occasionnés par un tel ou un tel que tu viens de citer. On m'a parlé aussi beaucoup d'Alou Diarra, non? C'est ça, non? Qui joue au milieu, Ouais, non? On m'a dit, voilà, donc après on a mis aussi Hugo Lloris dans le tas, tout ça et tout, Varane. C'est compliqué après, hein. Après, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Quand tu es pas dedans, autant on parle de Titi et Trezeguet parce que j'étais pas tout prêt parce que quand il y a les petits jeux comme ça, les veilles ou les avant-veilles de match, moi je regardais de loin et je profitais pour discuter avec l'un ou l'autre, quoi. Voilà, quoi. Après, quand tu me dis le point de départ, je pense que c'est des chamailleries entre coéquipiers qui dataient de peut-être leur fin de saison alors qu'ils avaient tout gagné avec Arsenal cette année-là, quoi. ouais, de Henri Pires, ouais. Ouais. D'accord. Et alors, dernière question, quel est l'héritage Jacques Santini? Qu'est-ce que Jacques Santini lègue au football? Je sais pas. Non, moi, ce que j'aime bien, tiens, c'est, tu vas t'attendre peut-être que je te parle de Zidane et tout ça. Je vais voir jouer mon petit-fils samedi, là, à Saint-Étienne. Ouais. Donc, c'est les moins de 16 ans. Puis, il y a un moins de 16 ans, un jeune de 16 ans qui vient et il me dit, vous me reconnaissez pas, coach? Ah, j'ai dit, écoute, alors ton sourire me dit quelque chose, mais j'arrive pas. C'est un jeune que j'ai eu quand il avait de 8 à 10 ans, donc ça faisait 6 ans que je l'avais pas vu. Lui m'a reconnu, bien sûr. Et que j'avais quand je m'occupais des moins de 10 ans dans un petit club à côté de Saint-Étienne. Et il m'a dit, mais coach, quand c'est que vous revenez, tout ça et tout, parce que je m'occupais pour donner un coup de main, parce que les petits clubs n'ont pas d'éducateurs. Comme j'avais mes 2 petits-fils dans ce club-là, et un jour, il me dit, bah tiens, tu pourrais pas t'occuper. Je dis oui. Alors pour te dire, je m'occupais de l'équipe 2. Donc tu vois un petit peu. Et il y avait ce Ancien gamin. sélectionneur de l'équipe de France, s'occupe de l'équipe 2 des moins Exactement. de Je 10 ans. m'occupais des moins de 10 ans de l'ETRA, un club qui est D'accord. cher au cœur de Jean-Michel et de moi par rapport au président de l'époque qui nous avait un peu coucouné quand on est arrivé, quoi. Et il me dit, mais ouais. Et donc, le gamin, il est venu en me parlant de ce qu'on a fait ensemble il y a 5, 6 ans, qu'il était content et tout. Et il me disait, vous savez, hein, coach, hein, ceux qui jouent en équipe 1, parce que tous les mercredis après-midi, on finissait le match équipe 1 contre équipe 2. Et l'équipe 1, tant qu'avait des bons joueurs, hein, nous battait jamais. Jamais. Parce que je leur apprenais à ces gamins-là de se positionner. Voilà, donc, voilà. Et le gamin, il était content de me voir. Ben, moi, c'est ça. C'est quand j'ai Philippe Bergerot qui m'appelle, Alain Fiard, Christophe Delmotte. Là, j'ai revu 3 joueurs de l'OL, Pierre Ollègre, le gardien remplaçant Puy-de-Bois et surtout Sidney Govou. Ils sont venus, ils m'ont embrassé. Merci coach. Voilà, c'est ça. C'est des choses que bon les gens, le public ne connaissent pas. Pour moi, c'est très important, quoi. Quand Philippe Bergerot m'appelle, voilà, il se rappelle que quand il est arrivé, premier stage avec des jours de retard que je lui avais accordé, il me fait coach, je peux boire une bière? Ah, j'ai dit non, Philippe. Voilà. Et il rentre dans la chambre avec ses copains, il dit ouh là là, ça va pas être facile avec avec ce coach. Et puis on a appris à se connaître et puis après ben on se voit, on s'appelle pour je l'ai appelé dernièrement parce qu'il faisait ses 70 ans, voilà, donc non, moi, mon héritage, c'est ça. Et puis, voilà, le reste maintenant, j'ai plus d'héritage dans ce football. Quand je vois en plus encore l'ambiance sur le terrain, les joueurs qui se couchent, et qui se relèvent. Donc, j'étais avec Bernard, tout ça. J'ai dit, mais moi, je serais arbitre, je ferais comme au rugby, hein. Je siffle pas, hein. Ouais, c'est Je siffle.
Si le gars, il a vraiment quelque chose, le kiné il rentre, et puis, moi, je suis sûr, ça m'ennuierait tellement de prendre le temps qu'il n'y a plus de ballon en mouvement dans un match par rapport au temps de jeu que les arbitres décomptent à la première ou deuxième mi-temps. Mais c'était, je sais pas, il y a eu 10, 12 joueurs de chaque, du moins des deux côtés à rester couchés, quoi. Ouais, non, c'est beaucoup d'anciens Je joueurs prends de ça, mais Nice. il y a C'est un tellement de fléau. choses, C'est un vrai fléau. tellement de choses maintenant qui ne sont pas dans le football que j'aime et que j'aimerais voir, dans l'éducation, voilà. Donc, pareil, ça me fatigue. Au bout de 30 minutes, vous avez les deux entraîneurs pour le physique qui vont faire sortir ceux qui s'échauffent et qui sautent les coupelles et tout, et qui rentrent à la 85e minute et ils chauffent depuis la 30e minute. Non, mais ça rime à quoi, ça? Non, mais ça rime à quoi? Non? Je sais pas, moi. Non, je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Il y a la VAR, il y a faire la Coupe du Monde en Arabie Saoudite. On marche sur la tête. Bah, c'était C'est sûr que certain. l'Arabie Saoudite allait l'avoir, hein, après le Qatar. Fallait pas croire que l'Arabie Saoudite allait passer derrière le Qatar et tout ça, quoi. Pour Ça revenir sur tient. Lyon, oui, ça a été avant que Bernard m'appelle quand il a remplacé Guy Stéphane, là. Je me préparais à rentrer à la DTN. C'était Gérard Rouillet, le DTN de l'époque, mais il avait décelé en moi des éléments, une faculté à transmettre aux futurs entraîneurs, parce que moi j'ai vu passer Vailozic, Luis Fernandez, tout ça, passer leur diplôme quand j'étais à la DTN, quoi, voilà, quoi. J'aurais dû normalement en 98 remplacer, on appelait le CTR, conseiller régional de Rhône-Alpes, et prendre l'équipe de moins de 17 ou de moins de 18 ans, l'équipe de France à l'époque avec Houillet, quoi, voilà. Pour reprendre ce que Rocheteau, dans son livre que tu as lu, il parle de son entraîneur idéal. Il dit que l'entraîneur idéal, pour lui, il a la rigueur d'Herbin, la sensibilité d'Hidalgo, le sens du management de Houillet, l'intégrité d'Henri Michel, le goût de la liberté de Perroche et le sens tactique de Jacques Santini. Ça, c'est Dominique C'est vrai? Rocheteau dans son livre. Ouais, ouais. Il a mis ça dans le bouquin? Redis-moi Il a voir. mis ça dans son livre. Ouais, ouais, il a dit le portrait robot de l'entraîneur idéal. Il a la rigueur d'Herbin, la sensibilité d'Hidalgo, Ça, le c'est vrai. sens du management de Houillet, l'intégrité de Michel, le goût de la liberté de Perroche et le sens tactique de Jacques Santini. Mais aussi Jean-Michel Larquet aussi dans un de ses livres, il disait que t'étais un stratège. Il en parle aussi. Donc tu es reconnu en tout cas par tes pairs. Ah. Eh ben, toi, voilà ce que je laisse alors. Au moins deux Bah, c'est anciens pas mal. coéquipiers disent Et pas des moindres, hein. non, non, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé, même sur le terrain, des fois, tu sais, Robert, c'est pas pour me lancer des fleurs ou pas, mais comme Robbie n'était pas un entraîneur, presque tous Parmi les beaucoup. entraîneurs de l'époque, hein, ne manageaient pas comme maintenant, quoi. Quand tu les vois tous sur le bord du terrain, moi, j'étais entre les deux, quoi. J'étais pas comme maintenant, Gattuso, j'ai vu, il est pareil. Et ça y est, celui de Lyon, il fait pareil maintenant. Avant, il était assis. Maintenant, ils sont tous là en train de machiner, comme si les joueurs entendaient ceux qui Ouais. sont là-bas. Et voilà. J'ai toujours vraiment aimé à trouver les éléments pour que le collectif de ma propre équipe n'ait pas de réelles et surtout de mauvaises surprises par rapport à l'adversaire, quoi. Donc c'est vrai que mes joueurs avaient une panoplie d'éléments. Tu vois, par exemple, j'ai beaucoup travaillé à Lyon, fait de libérer 4 ou voire 5 joueurs offensifs à travailler qu'à 4 ou qu'à 5 défensivement. Ne pas se jeter, couvrir le partenaire, ralentir la course, tu vois. Et les gars, au début, ils me disent, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Je dis, t'occupe pas, fais ce que je te dis et tout ça. Comme j'aimais bien, par exemple, quand on faisait les jeux avec les grandes cages, pas jouer sur un grand terrain, mettre les buts, par exemple, à hauteur du point de pénalty, mais sacrifier un côté. Tu avais une ligne de touche et l'autre ligne de touche, c'était des 16 mètres aux 16 mètres pour apprendre aux joueurs de travailler dans des petits espaces face à des équipes, par exemple, très regroupées. Alors, à un moment donné, tu voyais que l'arrière droit, qui avait pas de terrain là-bas, tu le voyais arriver et couper. Et t'allais, ben, j'ai dit, mais c'est ça aussi, les gars. Il faut faire le surnombre, alors que ce soit le milieu, l'attaquant ou un défenseur qui crée le surnombre. Et moi, je préférais que c'était les latéraux qui venaient faire le surnombre dans l'axe, que ce soit l'un des défenseurs central et que tu sois pris en compte, quoi, toi. Mais ce côté recherche du côté tactique, j'ai toujours aimé ça, toujours.
Ouais, ça, c'est pas quelque chose que j'imaginais Herbin justement faire, ce genre d'exercice. Non, on avait notre schéma avec Robbie, il le faisait travailler un peu en début de saison et après, à nous de trouver les solutions et tout, quoi. Mais quand tu as des joueurs qui ont envie de mouiller le maillot pour le copain ou qui ont des réflexions de joueurs de haut niveau comme on l'était tous, c'est plus facile, quoi. Jacques, je te remercie en tout cas de nous avoir accordé autant de temps. C'était vraiment merveilleux de revivre avec toi cette double carrière de joueur, d'entraîneur, même triple, hein, et de sélectionneur. Ouais. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé tout ce temps et toute cette confiance. Je suis très content d'avoir passé ces 2 longs moments avec vous, hein. Et puis, C'était un honneur. Hein. C'était un honneur vraiment de parler aussi longtemps, d'avoir eu tous ces souvenirs, toutes ces belles anecdotes. C'était un vrai plaisir. C'est la fin de ce 3e épisode consacré à Jacques Santini. On espère que vous avez adoré autant que nous passer toutes ces heures en sa compagnie. Un personnage attachant avec un magnifique palmarès et un parcours extrêmement courageux et couronné de succès. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, comme toutes les semaines, je vous rappelle, vous pouvez prolonger l'expérience Podcast des légendes en allant sur notre site web www.lepodcastdeslegendes.com où vous trouverez des vidéos, des articles, des clips et encore des retranscriptions complètes de certains de nos épisodes. Vous pouvez aussi bien sûr joindre nos communautés sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ou encore Twitter, le podcast des légendes. Merci à tous et à toutes de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.